Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 17 février 2022 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans ce mug, j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un peu la tête dans les fesses, mais c'est pas grave. C'est vrai que le réveil ce matin a été particulièrement difficile, avec un voisin qui avait décidé de, je sais pas, faire des travaux à minuit 30, 1h du mat. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans sa tête, mais il s'est dit, tiens, si je déplaçais des meubles à 1h du matin, parce que pourquoi pas. Bonjour à tous, en tout cas j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de démarrer le mug, avant de démarrer l'ActuTech, on prend 2-3 minutes pour blablater ensemble, savoir un peu comment vous allez. Est-ce que vous nous appréciez ou est-ce que vous nous détestez le matin, bien sûr. Salut Flonflon, il était très cool ton live Flonflon hier, nécessaire. En tout cas, c'était chouette. Salut Pierre Route, salut Sorcier, salut Polaire, Noirvent, Vince le Sang, bonjour à toi. Moi, je peux le comprendre. Comment ça, Cargoro? Mais Cargoro, tu étais mon voisin, c'est ça? C'est toi? En fait, on a trouvé. Bien réveillé quand même. Non, mais ça va, Fabrice, t'inquiète pas. En vrai, t'inquiète pas. Tu sais, il y a 2h15 de réveil avant le mug, donc il y a le temps de se réveiller un petit peu avant. Le temps de préparer les articles, le temps de surligner ce que j'ai envie de préciser dans les news et les endroits où j'ai envie de mettre l'accent. Voilà, salut Tata Camille, très content de te voir, une grande habituée Tata Camille. Bonjour à tous, petite pause de 4 heures, donc le matin ça va. Eh ben écoute, t'as bien de la chance, très mal dormi comme toi, courage. Non mais ça va, vous savez, ça c'est une technique de youtubeur, hein, on exagère un petit peu les choses, comme ça. Pourquoi je dis ça? Vous savez, ces fameuses vidéos de youtubeurs où on met un éclairage dégueulasse, on se filme avec vraiment en ultra grand angle, lumière pourrie, les yeux tirés, et on fait « Oh là là, j'arrête YouTube » ou « Oh là là, une vidéo très spéciale, je ne fais jamais ça. » C'est le classico. L'état de Guillaume est écrit à droite de votre écran, offline. Effectivement, pourquoi il y a marqué offline? Qu'est-ce que tu me fais? Attendez. Je crois que Léo nous a mis l'horloge, mais il a peut-être oublié de tout connecter. On va peut-être l'enlever, hein, parce que là ça fait nimp. Attendez, hop, voilà. Par contre, vous savez ce qu'on peut mettre? Est-ce que vous savez ce qu'on peut mettre dans le décor? Au lieu du logo Nowtech, qui est magnifique, n'est-ce pas, hein, c'est Léo de la Régie qui nous a fait ça, Léo notre alternant, exceptionnelle personne. J'ai mieux, je vous montre. Donc nous enlevons ça. Oh, incroyable, un shadow derrière. Quand on vous dit qu'on est fanboy de la marque. Attention, préparez-vous bien. Attendez, le focus, on voit pas, je recule un peu. Est-ce qu'il est pas magnifique? Est-ce que sérieusement, il est pas exceptionnel? Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je propose qu'on le laisse. Que, en fait, d'une certaine façon... Voilà, c'est l'observateur qui est là, toujours présent, hein, toujours la patate, toujours debout, notre cher Jérôme, qui rigole à toutes les blagues pourries que je vais faire pendant cette émission. Big Brother is watching you. Ce qui est très drôle, j'avais pas anticipé ça, mais effectivement, en fait, il regarde dans ma direction, donc ça marche très bien. Oh putain, dans le chat, vous me régalez avec les emotes. Ah, vous me régalez. Comme ça, t'as le chef qui te surveille avec bienveillance. Tu sais, Fabrice... Je crois qu'avec Jérôme, on se surveille un peu tous les deux. Hier, Jérôme tournait une vidéo. et en fait, il dit une blague et il me regarde en mode « Tu penses que ça passe ?» Mais il dit rien, hein, genre, il fait sa blague et il fait... Et dans sa tête, c'est genre « Allez, valide, Guillaume, allez, valide. » Je crois qu'on s'est plutôt bien trouvé. Avec Jérôme, parce que moi c'est pareil quand je tourne.
Pour ça, en audio, tu as mis quoi? J'ai mis en fait un petit cadre imprimé de l'emote de Jérôme qui rigole. Voilà, effectivement, pour ceux qui nous écoutent en audio, si j'explique pas, ça va pas être très très clair. On a prévu, en tout cas, j'ai prévu, moi, d'imprimer plus d'emotes. Donc, il y aura la mienne sûrement, il y aura celle de Marion aussi que j'aime bien. Donc voilà, vous inquiétez pas, on est des professionnels toujours hein, sur Nowtech, vous le savez bien. Merci Alan Psnen pour ton prime, merci beaucoup. Bref, bon, est-ce qu'on n'arrêterait pas les conneries, mesdames et messieurs hein? Là, on fait beaucoup de bêtises. Hein. Jérôme is watching you. J'espère qu'il nous entend là où il est. Exactement. Bref. On va attaquer dans les news tech et on va attaquer tout ça. Je vous propose, mesdames et messieurs, dans le Kawa, juste avant d'attaquer, grande annonce. Incroyable. À 15h aujourd'hui, l'horaire est un peu particulier, je vous l'accorde, particulière, comme vous voulez. Mais à 15h, nous faisons sur Nowtech un Twitch achat exceptionnel, spécial unboxing d'une marque. Je ne peux pas dire la marque, parce que il y a un embargo sur cette marque avec un nouveau téléphone qui va être annoncé. Mais nous déballerons et on parlera de ce téléphone. J'ai très envie de dire la marque, c'est terrible. Hein. Vous me connaissez, hein, moi j'ai envie de spoil tout le temps, mais je vais pas le faire. Vous pouvez supposer des marques dans le chat, on vous dira pas si c'est ça ou pas. Mais vous pouvez vous amuser si vous voulez. Merci de Luta Time pour l'abonnement offert, merci beaucoup. Donc oui, gros live à 15h, je sais que c'est pendant les horaires de boulot, ça vous arrange pas forcément, mais nous on est un peu obligés parce qu'à 18h on a le jeudi contributeur et contributrice, donc si vous êtes sub à la chaîne, d'ailleurs si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez lâcher votre sub gratuitement, sachez-le, parce que je vois beaucoup de gens qui sont Prime mais qui n'ont pas lâché de sub, sachez que vous pouvez le faire et débloquer le jeudi contributeur, débloquer le vide-grenier, le Discord, tout ça quoi. Et on vous a mis l'aide dans le chat. Donc n'hésitez pas. Il y a des commentaires, je peux pas les lire, mais ils me font rire. Et vous me faites rire. Voilà, donc rendez-vous 15h pour un unboxing exceptionnel. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa. On a pas mal de news aujourd'hui. Il y a peut-être une news que je ferai pas si... on verra en fonction du temps. Je vous propose qu'on démarre, mesdames et messieurs, sur le Kawa. Alors, je précise, non, tu n'es pas obligé d'avoir un PC pour faire le Prime, Technisavoir. Tu peux le faire si tu te mets en mode PC sur ton téléphone. Par exemple, sur Safari, sur iPad, ça marche, mais il faut que vous mettiez Safari en mode ordinateur. Et il ne faut pas que vous ayez Twitch installé, sinon il switch sur l'appli, je crois. Mais ça peut marcher. Ça peut totalement marcher. Voilou. What camera do you use? The picture is so nice. Salut, Annabelle Fantasy. On utilise un A6000 de Sony. Est-ce que je lui réponds en anglais? Peut-être. We are using comment on dit 6000 of Sony. Waouh, on est un peu américain. On est américain ce matin ou pas là hein, dans le mug, incroyable. On est un peu des Américains là. Hein, Sony A6000, hein, bien sûr, évidemment. Voilà, parce que j'imagine, Annabelle Fantasy, que tu n'es pas francophone. FREN, exactement. Exactement. TD Nouébé, tu sais qu'il faut... Tu mets toujours ce commentaire. Hein. Est-ce que tu es au courant que tu dis toujours le Maxi BG? Marion au secours. Marion parle très bien anglais, certainement bien mieux que moi. Ça y est, j'ai pas trop de doute là-dessus. Après, je me démerde, mais je pense qu'effectivement, Marion pour son boulot parle beaucoup anglais, donc en fait ça aide énormément. Le pratiquer, ça aide comme d'habitude. En même temps, on a un Maxi BG. Putain, vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Yoko Namaste, il faut que tu viennes aujourd'hui, à 18h. Bref, Marion est globalement meilleur que nous toutes et tout. Mais évidemment. Bah, sans Marion, le mug serait un peu nul. Hein. Il faut être honnête, quoi. Parce que bon, entre l'autre bachibouzouk ici et l'autre débilos ici,
Ça serait un peu compliqué. Bref, mesdames et messieurs, nous allons attaquer sur le Kawaii, il est 8h10 et j'ai même pas démarré la première news. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Je crois que la fatigue joue un petit peu. Nous allons parler, on va faire un petit sommarion, encore une fois, nous rendons à Marion ce qui est à Marion. Un petit sommaire rapide des news pour ceux qui n'ont pas le temps de rester tout le long de l'émission. J'ai vu des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien le fait qu'on fasse un petit sommaire rapide, donc moi je perpétue la tradition. Nous allons parler dans ce mug de Windows 11, il y a une grosse mise à jour qui arrive, mais nous les Français, on l'a un peu dans l'os, parce qu'il y a un gros truc qui était censé arriver, qui n'arrive pas en France, donc on en parlera ensemble. Également, une petite rumeur, une petite brève, Nothing, et notamment Carl Pei, le patron de Nothing, marque d'électronique, de tech, a l'air de vouloir teaser un smartphone. On aurait peut-être un peu le renouveau de OnePlus, parce que Carl Pei était l'un des dirigeants de OnePlus. Aujourd'hui, OnePlus, bon... Voilà, c'est pas la folie, ça fait plus rêver les foules. Donc effectivement, j'en attends beaucoup, moi en tout cas, de Nothing. On verra un petit peu ce que ça donne. Également, on parlera effectivement de la Wii U et de la 3DS. Nintendo a annoncé la fin des jeux numériques, en tout cas la fin des possibilités d'achat. Nous enchaînerons sur un article un petit peu velu, mais néanmoins extrêmement intéressant, c'est le titre de ce mug. Google qui essaye de faire en sorte qu'on puisse plus vous traquer sur Android, mais quand même. Et donc c'est un petit peu bizarre, il y a un peu une contradiction et on essaiera d'analyser tout ça. Voilà. Nous allons parler de Twitter aussi qui permet de montrer quand un compte est robotisé, est automatisé. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Nous parlerons de Samsung et du S22 Ultra avec des news pas très flatteuses pour Samsung. Effectivement parce que leurs processeurs que nous on a en Europe, les Exynos historiquement, sont a priori, encore une fois, moins bons que les Snapdragon, et les premiers tests sont vraiment pas positifs. Alors, on verra si Samsung arrive à optimiser des choses, mais effectivement, c'est pas une très bonne presse, donc ça on en reparlera. Et on terminera peut-être avec un article sur la numérisation, et non pas la digitalisation, bien sûr. La numérisation qui effectivement, surtout avec le confinement, a un peu, un peu fragilisé l'accès au... Comment je pourrais expliquer ça? En gros, il y a il y a une partie de la population, et même une personne sur 5, qui a des difficultés avec l'informatique, et justement, la défenseur des droits parle de ça. Il y a un rapport qui est sorti, et j'ai trouvé ça hyper pertinent d'en parler, avec des mesures à mettre en place pour les personnes les plus fragiles, qui sont pas forcément compétentes en informatique, surtout dans un contexte où la société bien sûr, a de plus en plus de services numériques. Voilà, donc ça on en reparlera, et on terminera bien sûr avec notre sponsor Trade Republic exceptionnel, et avec une petite cerise sur le croissant. Vous avez peut-être vu l'image dans un petit coin, je vous spoil pas trop maintenant. On va attaquer sur le premier article avec Windows 11. Dématérialisation des services publics, dématérialisation ou numérisation, comme tu veux, ça marche. Oui, OnePlus existe encore, bien sûr. Mais Aounchi Oshova, je t'invite à aller voir notre vidéo qu'on a fait sur la chaîne YouTube, qui s'appelle OnePlus la chute, avec une miniature exceptionnelle. Et on parle un petit peu de ce sujet-là. Tu verras qu'en gros, on résume ce qui se passe autour de OnePlus et pourquoi en tout cas la marque nous paraît moins excitante en ce moment. Voilà. Que pensez-vous de l'application YouCam? Je connais pas du tout, mais garde tes questions pour la fin de l'émission, Nat du 05. Voilà. Oui, Valou, il n'y a pas de secret. Pour parler couramment une langue, il faut la pratiquer tous les jours. Évidemment. Papy Tipiek qui dit: tu es tellement BG que je plus. Non, mais vous êtes. Oh là là. Oh là 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 là. Bref, on va attaquer, donc on va parler de Windows 11. Alors vous allez voir, je suis un petit peu désappointé par rapport à Windows 11, parce qu'il y avait une nouveauté dont je vous avais parlé dans un mug, et je me suis dit, trop cool, si ça arrive en France, ça va être trop bien. Et en fait, c'est pas le cas. Donc, il y a eu, vous le savez, le lancement de Windows 11 en octobre 2021. Ça a été un peu compliqué. Il y avait des régressions par rapport à Windows 10. Notamment, pas d'horloge sur les seconds écrans. Alors, ça peut paraître un détail pour certains, mais en fait, ça peut être chiant. Notamment, on pense à Samuel, bien sûr, qui a 46 écrans sur son ordinateur. Ne pas avoir d'horloge sur des écrans différents. Effectivement, moi, je l'ai déjà vécu, donc je sais que ça peut être extrêmement pénible. Voilà, donc il y a une mise à jour là qui est sortie il n'y a pas longtemps du tout,
qui vient corriger ces choses-là. Mais, il y a surtout une grosse nouveauté dans la nouvelle mise à jour de Windows 11 qui n'est pas pour la France, qui est uniquement pour les États-Unis. Et, eh bien, c'est l'ajout de l'Amazon App Store, qui est là aux États-Unis directement maintenant intégré dans le Microsoft Store et qui permet de télécharger et d'installer des applications Android. Et nous, comme on n'est pas aux États-Unis, eh bien, on n'a pas accès à ça. Donc, on n'a pas les applications Android sur Windows 11. Je savais bien qu'il y aurait forcément un moyen, qu'il y ait une petite coucouille dans le potage, hein, pour être un peu vulgaire, vous m'excuserez, mais ça fout un peu quand même les glandes, soyons honnêtes, parce que Windows 11, moi, j'avoue que c'est un système, voilà, pourquoi pas, j'aimerais bien tester. Mais le fait d'être un peu mis de côté parce qu'on n'est pas aux États-Unis, bah, ça la fout un peu à l'envers. Alors, ça arrivera a priori dans l'année en France et tout, mais pour le coup, je comprends pas trop les raisons techniques qui font que c'est uniquement aux États-Unis. C'est peut-être plus des raisons légales que des raisons techniques. Mais c'est un petit peu, c'est un petit peu embêtant. Effectivement, pour l'instant, ça donne pas trop d'intérêt à passer sur Windows 11. D'ailleurs, je vous conseille pas pour l'instant de passer sur Windows 11. Il y a quand même encore des problèmes, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont des soucis. Il y a d'autres nouveautés, mais hyper anecdotiques, qui sont arrivées pour la France et le reste du monde, hein. Il y a la mise à jour il y a eu un widget météo qui a été ajouté à la barre de tâches. Quand vous passez la souris dessus, ça montre les widgets. Bon, bref. Si vous êtes dans un appel audio ou vidéo, Windows 11 le détecte et vous met une icône de micro pour pouvoir muter. Pour pouvoir rendre muet votre micro. Waouh. Pardon, excusez-moi, J'arrête. Sourire, c'est bien. Bravo Microsoft. Waouh. Non, plus sérieusement, il y a aussi la refonte du bloc-notes. Waouh. Ok. Qui respecte Windows 11 et le lecteur média qui a été mis à jour aussi. Donc on n'a plus le truc chelou Groove Music, hein, que personne n'utilisait. Maintenant, vous avez un lecteur qui a été vraiment mis à jour pour Windows 11, qui permet de lire l'audio, la vidéo, qui a pris un peu le meilleur, quoi. Mon Windows 11 fonctionne bien. Ouais, Aliou, non mais je dis pas, mais j'ai ouï dire pas mal j'ai pu entendre beaucoup de gens se plaindre quand même de certaines petites choses sur Windows 11 qui marchent pas très bien. C'est des trucs hyper spécifiques, mais sur Windows 10 c'est encore nickel, donc voilà. Guillaume, tu as une vidéo à recommander pour passer sur Linux, s'il te plaît? J'aimerais tester Deepin. Alors, gardez plutôt ce genre de questions pour la fin de l'émission. Je t'invite vraiment, le blasé, à venir sur le Discord et à demander. On a quelques Linuxiens et Linuxiennes sur le Discord. Donc, n'hésite pas à leur demander. Je pense que tu auras Je connais pas de vidéo qui fait un tuto précis pour le faire. Mais n'hésite pas à venir demander dans le Discord. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, la commu est active. Ça, on a une grande chance sur Nowtech, c'est vrai que merci à tous, hein. Merci à toutes et tous, mais on a une commu sur Discord qui est assez active, donc vous pouvez venir poser vos questions, réagir, partager vos petits billets d'humeur, vos petites trouvailles, voilà. Donc n'hésitez vraiment pas. Voilà pour Windows 11, vous voyez, pas grand chose à dire de plus. C'est une petite brève, mais voilà, je voulais vous le mentionner. J'espère vraiment qu'on aura les applis Android sur Windows 11. Ça peut être ce qu'on appelle, mesdames et messieurs, un game changer pour Windows 11 dans le futur, d'avoir les applis Android, quoi. Heureusement qui a acheté ma licence avec Microsoft. Ah oui, c'est vrai qu'on a fait la vidéo sur... oui, c'est vrai qu'il y a eu la vidéo où Jérôme parle de Windows et des clés qui vont être plus chères. Existe-t-il un béret connecté? Non, Tom, mais tu vois, il y a une start-up de la French Tech à lancer. Non, je troll un peu. Mais ça serait marrant, tiens. Tu sais, Guillaume, tout le monde n'a pas forcément les moyens d'avoir du Apple. Tu sais, je trouve, Tiblasseur, que c'est un peu une idée reçue, ça. Effectivement, Apple, c'est cher, mais tu peux te démerder pour avoir du Apple... pas si cher que ça, et surtout, j'ai envie de te dire, sur du très long terme, Apple, c'est pas le plus cher. En fait, il y a un coût d'entrée qui est élevé, je suis d'accord avec toi, mais comme ce sont des téléphones et des produits que tu vas garder longtemps, même très longtemps, tu peux facilement tenir un iPhone 5-6 ans avec les mises à jour qui sont encore présentes. En gros, ce que je veux dire, c'est que si tu as acheté un iPhone 6S à sa sortie, tu peux encore l'utiliser aujourd'hui, il est encore mis à jour. Voilà. Donc en fait, le retour sur investissement et l'amortissement en fait est très 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 bon sur le long terme. Le prix divisé par année est très bon. Voilà. L'app Android sur Windows 11 pour les surfaces serait un plus. Ouais, tout à fait.
J'ai passé mon PC du taf sous Fedora, absolument aucun regret. Mais moi, vous savez que j'ai bossé sur Linux avant d'être un Apple fanboy, ce qui n'est pas du tout vrai. À mon boulot, moi, j'avais du Linux. J'avoue que j'aimais beaucoup. Hein, j'avais Pop OS. J'aimais beaucoup bosser sur Linux. Je trouve que c'est un super OS pour faire du dev. Ça, clairement, Mac et Linux, c'est trop bien. Et Pop OS, j'en ai gardé un bon souvenir pour certains jeux qui tournaient bien aussi. Hein. On a fait des gros progrès sur Linux. Il y a encore, en fait, je vous le dis, le point bloquant Linux pour Linux, c'est la suite Adobe. Tant qu'il n'y a pas de solution efficace, et je ne veux pas lancer une VM, je trouve ça trop contraignant. C'est trop lourd, les VM. Mais tant qu'il n'y a pas de solution facile pour la suite Adobe, pour l'instant, je reste sur Mac. Je trouve que c'est le meilleur compromis pour bosser. Quand on est dev, Linux ou macOS, c'est un must. Bah ça aide beaucoup, ouais, clairement. Je confirme toujours avec mon iPhone 6S Plus. Ouais, non mais les iPhone 6S, c'est monstrueux. Hein. C'est monstrueux à ce niveau-là. Alors évidemment qu'il y a des gens qui gardent leurs Android hyper longtemps. En fait, il y a des en fait, je trouve qu'il y a certaines marques, surtout les très haut de gamme, on peut les garder très longtemps. Les Samsung, par exemple, tiennent assez bien dans la durée. Moi, j'ai un pote qui avait son Samsung. Il avait quoi? Il avait le S8, qui fonctionne encore aujourd'hui. Il l'a changé il y a quelques mois. Mais le S8, il est sorti il y a quoi? 4-5 ans, non? Samsung. Et donc, il l'a gardé 4-5 ans, quoi. Samsung S8, il était sorti en... En 2017 et on est en 2022. Donc c'est ça, il l'a gardé... Ouais, il l'a gardé 4 bonnes années, ouais. Enfin, le smartphone tenait très bien 4 années après, quoi. Donc pour moi, oui, et il aurait pu encore le garder en vrai quelques mois supplémentaires. Hein, il aurait fonctionné, le téléphone. Donc oui, évidemment qu'on peut garder de l'Android aussi longtemps, mais d'expérience, on a pris beaucoup de smartphones en main et on discute beaucoup de ça avec les gens. Il y a un meilleur suivi sur la pomme. Voilà. Fait comme Micode, il est sur Linux avec une VM Windows qui tourne très très bien. Il faut que je remate sa vidéo à Micode. Je m'étais dit qu'il fallait que je remate un peu et que comment dire, j'expérimente un peu ce qu'il avait fait dans sa vidéo. Alors, j'ai plus de problèmes d'obsolescence. Après, on va avancer dans les articles, hein, mais Jules, je te lis. J'ai plus de problèmes d'obsolescence sur mes produits Apple. Ah, t'as plus d'obsolescence sur Apple que sur Android pour des prix d'entrée plus élevés. Alors, blocage des mises à jour. Ah bon? Et manque d'espace système. Ah bon? Après, j'ai pas les plus récents. Ah, peut-être que tu as des trucs avec des smartphones avec 16 Go de stockage. Ça, c'est vrai que historiquement, les 16 Go, c'était un peu pourri. Hein. Ça, je te l'accorde totalement. 16 Go de stockage non extensible, ça, c'est des vrais trucs qui étaient hyper pénibles. Même le Galaxy A8 que j'ai acheté en 2018, que j'ai filé à ma cadette, fonctionne encore plutôt bien. C'est pour ça que moi ça me fait un peu chier, mais c'est pour ça qu'effectivement les très haut de gamme, les smartphones très haut de gamme en règle générale tiennent mieux dans la durée. Donc c'est chiant, le prix d'entrée est plus élevé, mais en fait les composants sont meilleurs et tiennent un peu plus longtemps, quoi. Qu'est-ce que c'est cette vanne? Underscore va être remplacé par une autre émission avec Hardisk tiré du 8. On va avancer dans le prochain article. Mesdames et messieurs, nous allons parler, sans transition, nous allons parler de Nothing. Mais on va pas parler de rien, parce qu'on va parler donc de la marque de Carl Pei, qui était donc l'un des anciens dirigeants de OnePlus, hein, qui a quitté le navire parce qu'il se sentait poussé par un peu le consortium Oppo. Hein. Vous savez que OnePlus est une entreprise qui est gérée en fait par Oppo et, si je dis pas de bêtises, je suis fatigué donc je vais vérifier, mais normalement c'est BBK Electronics qui est derrière, hein. Qui possède Oppo, Realme, OnePlus. Là, je fais de mémoire. Hein. Oppo, Realme, OnePlus, c'est ça. C'est BBK Electronics qui est derrière tout ça. Et donc, en fait, BBK est en train, d'une certaine façon, d'harmoniser un peu les composants et les designs des smartphones, ce qui fait que les OnePlus ressemblent à des Oppo. Et même aussi à des Honor. Parce qu'au final, l'Honor appartient plus à BBK, mais on sent qu'il y a quand même des usines un peu en commun. Enfin, il y a tout un micmac là-dessus.
Encore une fois, allez voir notre vidéo OnePlus, la chute. Et Carl Pei, donc il avait fait, nous on les a présentés dans le Twitch achat, les écouteurs, les Nothing Ear One, qui sont de très très bons écouteurs, honnêtement. Pour 100 balles, ils ont vraiment réussi à faire un truc quali. Et donc, ils ont teasé une rumeur sur un prochain smartphone. Voilà, donc il a dit que le Carl Pei, le 11 février sur Twitter, il a dit qu'il était de retour sur Android, il a dit qu'Android 12 était sympa, les comptes officiels d'Android et Snapdragon ont répondu à ces tweets, donc on est vraiment sur de la rumeur un petit peu, mais au détour d'un mème aussi, les community managers de Qualcomm font des allusions à une potentielle alliance entre Carl Pei, Android et Snapdragon, donc effectivement, on est quand même en droit d'imaginer qu'il y aura bientôt un futur smartphone Nothing. Et j'avoue que, alors je pense pas que ça révolutionnera le marché, mais est-ce qu'on aura un nouveau flagship killer? Carl Pei est quand même un personnage intéressant dans le monde de la tech. C'est quelqu'un qui, je pense, aime vraiment faire un peu bouger les lignes. C'est lui qui était à la tête aussi du marketing de OnePlus, très efficace, très, j'aime pas ce mot, mais disruptif. Et effectivement, c'est grâce à lui qu'on a eu une période assez excitante avec OnePlus. Moi, je me rappelle de l'époque des premiers OnePlus. Honnêtement, c'était très marketing, mais j'en avais un très bon souvenir. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'assez excitant dans ces téléphones-là. Il y avait une innovation, en tout cas, dans le marketing et le positionnement, ce qui est moins le cas aujourd'hui. On est un peu plus lassé par le monde de l'Android, on va dire, milieu de gamme, flagship killer. Donc c'est hyper... là aujourd'hui, je trouve que ce qui est excitant, c'est plutôt les nouveaux formats de smartphones, les pliables ou les pliants, comme vous voulez. Donc en tout cas, voilà, très très curieux de voir ce qui va se passer pour Nothing. Je vais pas vous mentir aussi, j'aime beaucoup le nom de la marque. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé, plutôt un pied de nez à des marques qui se prennent un peu trop au sérieux. Je trouve que l'idée de s'appeler rien, d'une certaine façon, c'est une forme de modestie. C'est une analyse personnelle. Je pense que Jérôme serait meilleur en analyse marketing que moi, mais je trouve que le positionnement, je trouve que l'idée derrière la marque et tout, je trouve qu'il y a un vrai truc qui fonctionne bien, en tout cas sur moi. Je pense que voilà, le positionnement a un côté aussi un petit peu geekos. Après, je vais pas vous mentir, pour reparler des écouteurs, j'ai trouvé, en les prenant en main et tout ça, qu'il y avait presque un côté trop geek. Je mange des cartes graphiques et je suis un fan d'électronique, bien sûr. Non, je trouve que justement, ça faisait un peu trop ça. C'est quelque chose qui m'a un peu déplu en testant les écouteurs. Parce que oui, le style des produits qu'on a sur soi est important. Et là, je trouve que c'était un peu too much. Le côté mini carte mère, voilà. Enfin, je trouvais ça un peu too much. Voilà, pour vous faire un avis personnel. Autant je suis admiratif d'Akis, qui est français numéro 2 de Nothing, autant Carl Pei se vante de tout faire dans son pays de naissance, la Suède, alors qu'en fait ça vient de son pays d'origine, la Chine. Oui, peut-être, je sais pas. Oui, il est, mais je crois qu'il a pas la double nationalité, Carl Pei. Il y a pas une histoire comme quoi il me semble même qu'il a un parent suédois et un parent chinois. Il y a pas une histoire comme ça avec Carl Pei. Mais t'as raison. Oups là, j'ai failli faire tomber ma tasse. T'as raison, que effectivement. Attends, voyons voir, Carl Pei. Is a Chinese-born Swedish internet entrepreneur. Il est né en Chine, mais c'est un entrepreneur suédois. Il est suédois officiellement. Ok, c'est intéressant. Il est suédois, il est pas chinois. Il est né en Chine, mais il est suédois. Il a la nationalité suédoise. Ok, intéressant. Ok. J'avoue que OnePlus m'a tiré, mais plus maintenant. OnePlus a perdu de sa superbe. Aujourd'hui, en fait, OnePlus ressemble à toutes les marques Android milieu de gamme et n'a plus ce côté flagship killer, n'a plus des designs originaux. Ce qu'a OnePlus encore aujourd'hui, je vais le dire, je trouve que c'est un peu le slider pour gérer le mode vibreur, le mode sonnerie et tout ça, que je trouve excellent. Je trouve que c'est le meilleur système de slider pour gérer ces modes-là. Par exemple, sur iPhone, je trouve que juste activer la sonnerie ou le verrouiller et se mettre en mode vibreur, je trouve que c'est dommage. Je trouve que ça manque vraiment d'une gestion granulaire du truc. Vraiment, j'aimais bien l'idée d'avoir les trois. D'avoir le mode vibreur, mode silencieux. Un vrai mode silencieux qui vibre pas, je trouvais ça chouette.
On ne peut pas avoir la double nationalité en étant chinois en même temps. Ah ouais, Bulletfall, c'est vrai ça? Je sais pas. Les Chinois ne peuvent pas avoir une double nationalité. Ok, merci pour la précision. Je savais pas du tout. Je dois vous avouer que je ne savais pas du tout. C'est marrant comme ils essaient à chaque sortie de smartphone de nous faire croire qu'ils sont encore disruptifs, OnePlus. Bah, ils essaient de capitaliser flonflon sur leur historique, hein, sur le marketing historique qu'ils ont eu. Nous, OnePlus, on les connaît très bien dans la tech, pour le coup. Mais c'est vrai que la magie n'opère plus. La magie n'opère plus parce qu'ils ont, d'une certaine façon, trahi un peu leur cœur de communauté. Et c'est aussi pour ça qu'on vous rappellera toujours de ne jamais être fanboy d'une marque ou fangirl. Les gens, vraiment, ne le soyez pas. Ça ne... Comment dire? Vous serez déçus. Voilà, enfin, et c'est pour ça que vous avez l'impression souvent qu'on est fanboy d'une marque, nous à Nowtech. En fait, non. En fait, pas vraiment, quoi. En fait, on aime bien certains produits parce qu'ils apportent un confort, et surtout même un confort professionnel. Ça, je le dis, hein, moi, l'iPhone, je le garde aujourd'hui parce que c'est le meilleur compromis pour la vie privée et pour la praticité professionnelle, parce qu'on filme des fois des B-rolls avec l'iPhone et ça nous a beaucoup dépanné, vraiment. Et le fait de pouvoir airdrop les rushs vidéo qu'on vient de tourner sur les Mac qui sont utilisés pour Final Cut, c'est un vrai confort et une vraie plus-value pour notre business. Voilà. Mais je l'ai toujours dit que si j'étais pas à Nowtech, j'aurais mon Pixel avec mon Calyx OS et je serais très heureux comme ça. Voilà. Et limite, je serais beaucoup plus fanboy de mon système d'exploitation open source que d'Apple. Surtout qu'il y aurait le côté un peu, je fais pas comme tout le monde. On est un peu comme ça, vous êtes un peu comme ça. On l'est tous. On l'est tous, hein. Voilà. Et ça, le marketing, d'ailleurs, le comprend toujours très bien. Exception pour Peak Design pour Jérôme. Ah, attention, mais même Peak Design me décevra un jour, je le sais. Bah, au final, ils ont déjà un peu déçu Peak Design sur certains trucs, hein. Il y a des sacs Peak Design. Alors, c'est toujours de qualité et tout, mais il y a des positionnements chez Peak Design de sacs ou de trucs. Et je dis même pas ça parce que les sacs ne me concernent pas moi. Je trouve qu'il y a des... Ouais, il y a des choix qui ont été faits sur certains choix ergonomiques ou quoi. Il vous faut un iPhone avec une carte SD pour gagner du temps. Non, non, Wendigo, c'est pas vrai. Parce que sortir la carte SD Enfin, rien ne vaut le fait d'ouvrir ton téléphone, de faire partager, hop, sur le Mac. 2 clics et tu partages ton rush 4K... 25 FPS, machin, sur un ordi qui est en cours de montage. C'est un confort incroyable. Et en fait, c'est un tel confort que le confort, pour moi, ça devient une plus-value business. En gros, ça devient... j'ai pas envie de parler comme ça, c'est un peu relou. Mais ça devient un vrai gain de temps pour nos montages. Et ne croyez pas, on a parfois, souvent même, intérêt à grappiller 10, 15, 20 minutes. C'est souvent ces minutes-là qui font qu'on publie une vidéo le jour même plutôt que le lendemain. Donc nous, c'est hyper important. Voilà. Et AirDrop, c'est une technologie, enfin, c'est du Wi-Fi direct, hein, mais Apple l'implémente depuis longtemps très très bien et beaucoup mieux que les autres constructeurs. Guillaume, Nothing, c'est parfois trop geek. Aussi, Guillaume, je serais fanboy de mon smartphone avec OS open source. Oui, mais parce que je reste un geekos, hein, KZ. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oh, un petit spam que j'ai reçu par SMS. Incroyable. SFR, votre dette n'est pas réglée. Oh là 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 là. Putain, les spams aujourd'hui, c'est incroyable. Très bien fait. Je suis encore sur un Wiko. Je pense qu'il a au moins 8 ans sans problème, mais j'avoue que les mises à jour, voilà. Ouais, tu vois, le problème, Unplug TV, c'est que ton smartphone, niveau sécurité, il est hyper vulnérable. Donc ça, j'avoue que c'est un peu dommage, quoi. Moi, c'est pour ça, hein, j'essaie toujours de recommander des trucs qui sont mis à jour un maximum, parce que les failles de sécurité, ça peut avoir un impact. Si t'as 1 an de retard de mise à jour, déjà c'est beaucoup, mais si t'as 2, 3, 4 ans, il suffit d'aller sur le mauvais site web au mauvais moment et tu te prends un malware, même sur ton Android, c'est pas génial, hein. C'est quoi la manie pour partager une vidéo filmée sur l'iPhone, sur le Mac? AirDrop, la gougoune. C'est AirDrop, tout simplement.
On va avancer, mesdames et messieurs, on va faire une autre petite brève. C'est beaucoup de brèves ce matin, c'est des petites news. C'est pas plus mal, ça fait des fois, ça fait des mugs un peu plus relax, on prend un peu le temps de blablater. Guillaume, tu n'as pas réglé ta dette avec SFR. Non mais c'est un scam, je suis pas chez SFR. Je ne suis pas chez SFR. Donc il y a peu de chances que j'ai une dette envers SFR. Nous allons donc parler de la fin des jeux numériques sur la Wii U et sur la Nintendo 3DS. Donc comme Sony avant lui, Nintendo a pris une lourde décision. Enfin, lourde. Je pense qu'il y avait très peu de gens qui continuaient d'acheter sur ces appareils-là. Concernant les consoles les plus anciennes, en effet, le Nintendo eShop, la boutique de jeux numériques propriétaire de la firme, va bientôt fermer ses portes sur Nintendo 3DS et Wii U. En gros, les joueurs possédant ces consoles ne pourront plus acheter de jeux numériques après la date butoir. Alors après, Nintendo font un truc bien. Alors, juste avant. En gros, tout va s'arrêter petit à petit jusqu'à mars 2023. Les stores ne seront plus du tout accessibles. Mais, ça c'est intéressant, encore heureux, et je pense que sinon ils auraient peut-être pris un procès dans la face. Nintendo précise que les joueurs pourront toujours retélécharger du contenu qu'ils possèdent. Donc en gros, Nintendo va laisser des serveurs ouverts pour pouvoir proposer les contenus, encore aujourd'hui. Donc les joueurs pourront retélécharger du contenu qu'ils possèdent et télécharger les mises à jour de logiciels existantes. Voilà. Alors pourquoi ils font ça ? On se doute bien, le but c'est d'économiser de l'argent, de ne pas laisser trop de serveurs ouverts, d'en fermer le maximum, parce qu'effectivement, maintenir un store qui est très 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 peu utilisé, ça me paraît logique que d'un point de vue... ça me paraît logique de ne pas garder ça indéfiniment. Voilà. Ils vont donc enlever les options d'achat. Et précisément, ouais c'est ça, ils vont désactiver l'utilisation d'une carte de crédit pour alimenter les comptes eShop. Ensuite, ils vont désactiver la possibilité d'utiliser des cartes cadeaux. Et en 2023, ils vont désactiver les codes de téléchargement préexistants et rendre tous les achats complètement impossibles. Voilou. Ça tue la vie d'une console, merci le dématérialisé. Ça pose des vrais débats, tu as raison, Wendigo, sur le dématérialisé, sur le fait qu'aujourd'hui, on a des consoles d'une certaine façon, qui sont un peu à durée de vie limitée, un peu jetables. Maintenant, sur ces consoles-là, on pouvait acheter les CD et les cartouches, donc d'une certaine façon, tu peux continuer si tu as les cartouches et les jeux en physique, tu peux continuer de les utiliser, mais effectivement, c'est un des défauts du dématérialisé, c'est qu'il y a une espèce de fin de vie à cause des serveurs. Voilà. Ça pose des vraies questions sur le jeu vidéo, sur la façon dont on consomme nos biens numériques. J'avoue que j'ai un avis un peu mitigé. Parce que d'une certaine façon, je sais pas trop quoi en penser. En fait, à partir du moment où on peut continuer de télécharger ce qu'on a acheté virtuellement, ça va. Si un jour on ne peut plus le faire, ouais, ça fout un peu les glandes. Et j'espère qu'il y aura au moins une solution pour pouvoir télécharger les systèmes, enfin les logiciels en local, pour pouvoir les réinstaller, enfin trouver un moyen de faire ça en local. Ouais. Après, j'ai envie de vous dire, d'une certaine façon, le piratage est là pour remettre au jour, re-rendre disponible des vieux jeux. Donc ça, en fait, je m'inquiète pas trop. D'une certaine façon, les ROM et le piratage et tout ça permettra de réaccéder à des vieux jeux même qui ne sont plus disponibles. Et c'est pour ça que sur le débat du piratage, je trouve que c'est un aspect important du piratage, c'est d'immortaliser certaines œuvres. Voilà. Et donc je pense que... C'est pour ça que je m'inquiète pas trop. C'est pour ça que je suis pas tant scandalisé que ça, c'est que... Voilà, il y aura toujours des gens qui trouveront un moyen de rendre ça disponible sur Internet. C'est une des merveilles d'Internet, avec même des technos comme le peer-to-peer. Ça permet d'avoir des choses encore accessibles aujourd'hui. Regarde, même PlayStation n'a pas réussi à faire son choix en sortant deux PS5. Bah après, Flonflon, il y a le côté aussi de pouvoir proposer une console en dématérialisé, mais beaucoup moins cher. Mais là, attends, non, tu parles de la Xbox plutôt, non ? Plutôt que la PlayStation. Il y a deux PS5 ? Attends. Là, tu me mets un gros doute. Il y en a qu'une PlayStation 5 ? Non, c'est la Xbox qui a... Attends, PS5 ou PS5 édition... Ah non, édition numérique. Okay, my bad. Ok. Excusez-moi, j'avais pas du tout tilt qu'il y avait une 2 PS5. Ok.
Ouais. Ok. De toute façon, on vous le dit, hein, le marché du jeu vidéo va vers un côté, va vers des systèmes d'abonnement à la Netflix et tout ça. Moi, je pense, malgré les réticences de certains et de certaines, que c'est un peu l'avenir d'avoir du contenu et du divertissement sous forme d'abonnement. En fait, moi, j'y vois plutôt quelque chose de chouette, de pas avoir des bibliothèques entières de contenu. Je sais que pour avoir vécu ça d'une certaine façon indirectement, par exemple mon père était un grand fan de musique classique et il avait des bibliothèques remplies de CD de musique classique et pour le coup à la fin de sa vie c'était devenu plus un calvaire qu'autre chose de se débarrasser de ces choses-là. Moi j'avoue qu'avec du recul je préfère justement ne pas avoir trop de biens. Trop de biens parce qu'en fait il y a l'effet où ça traîne sur les étagères et au final on n'y revient plus ou on n'y revient que extrêmement rarement. Et j'ai envie de dire que moi si par exemple j'ai envie de jouer à des jeux de mon enfance, je vous parle des fois des petites consoles que j'ai avec moi, en fait il y a l'émulation, il y a des choses comme ça qui me permettent de le faire, donc je me sens pas limité aujourd'hui, voilà. On peut pas pirater des jeux 3DS ou Wii U qui nécessitent d'utiliser la 3D soufflée dessus ou le jeu qui demandait d'avoir un écran sur la manette et un écran TV pour les autres joueurs. Bon, à Wendigo, il y a forcément des gens qui ont hacké la 3DS. Je suis convaincu qu'il y a des... La Wii U, je le sais, parce que je l'avais fait. Mais la 3DS, il y a forcément des cartouches type R4 et des conneries comme ça qui permettent de jouer aux jeux craqués. Enfin... Il y a forcément des gens qui se sont penchés sur le sujet. Je sais que pour l'instant, la Switch, c'est compliqué. Moi, j'ai la Switch... les premières Switch qui sont à câble. Mais les nouvelles, pour l'instant, il n'y a pas trop de solutions. Nintendo a plutôt réussi à bloquer le truc. Mais les vieilles consoles, il y a toujours des gens qui trouvent des failles et qui arrivent à les exploiter. Oui, la 3DS est totalement à câble. Donc en fait, ça m'inquiète pas trop. Tu auras toujours moyen de faire du rétro gaming en chopant la console. Donc c'est pour ça que ce délire de garder indéfiniment du virtuel... de garder indéfiniment des jeux... Enfin, ça me choque pas trop. Je vous avoue, c'est mon avis perso. Hein, je peux comprendre que ça puisse choquer certains, mais voilà, moi c'est pas mon grand kiff de garder des bibliothèques remplies de jeux. Je sais que par exemple, la semaine prochaine, on va recevoir Monsieur Plouf dans le mug. Lui étant un grand fan de jeux vidéo, un très très grand fan, c'est son métier même. Lui, je suis allé chez lui, il a une bibliothèque remplie de jeux. Alors c'est un certain charme, hein, je l'avoue. Et il dit toujours que le numérique, lui, c'est une tristesse absolue pour lui. Mais parce qu'en fait, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Donc je peux comprendre pour ces personnes-là que ça soit un crève-cœur. Voilà, moi j'avoue que moins j'ai de biens, mieux je me porte. Voilà, je préfère avoir du dématérialisé. En fait, typiquement, par exemple, j'ai tous les Kaamelott c'est un bon exemple. Tous les Kaamelott, je les ai en DVD. Parce que j'ai adoré la série, mais en fait c'est joli dans une étagère, mais j'utilise jamais l'objet physique, quoi. Quand je veux mater les Kaamelott, je les mate sur YouTube. Voilà. Par contre, effectivement, Nicolas Sympa, dans le débat de la PS5, là vous avez raison, je lis ton commentaire, tu as totalement raison et je trouve que c'est un bien meilleur choix. Voilà, t'as hésité entre les deux PS5, il y a une différence de 100 €, mais les jeux au format numérique, parce que t'as dit digital, tu les payes 70 €, en DVD tu les trouves aux alentours de 53 €. En fait voilà, pour le marché de l'occasion, il y a un vrai truc là-dessus qui est très très chouette. Et c'est d'ailleurs là où il y a peut-être un système, on en a parlé avec les NFT, où il faudrait que la loi oblige les fabricants peut-être à rendre les jeux dématérialisés, uniques, avec du NFT, et que ce NFT puisse être transmis. Donc en fait, à partir du moment où si on peut revendre les jeux numériques, là, pour moi, il n'y a presque pas de raison, à part le bel objet physique, il n'y a pas de raison de prendre la version avec les jeux physiques d'une console. Je suis pas matérialiste. C'est pas non, si d'une certaine façon, si je peux être un peu matérialiste, mais je sais que trop de choses, ça me rend pas heureux. Je déteste le dématérialisé. Je préfère avoir une belle collection à la maison. On n'est pas pareil, Harry Potter, mais je comprends. Hein. Mais moi, c'est l'inverse. Je préfère avoir le moins de trucs possible
À la limite, tu vois, genre enfin avec ma chérie, on a une petite bibliothèque où on a quelques trucs et tout ça. On a des, tu vois par exemple, ça, mais c'est encore une fois avis personnel, mais tu vois par exemple, je suis plus content d'avoir des jeux de société parce que je trouve que l'objet physique, je l'utilise que par exemple des DVD de films ou de séries que je vais et je vais pas utiliser l'objet quoi. Voilà. J'aime bien les objets, mais pas la place qu'ils prennent chez moi. Bah exactement. Voilà. Moi, j'aime bien après avoir une jolie collection avec des jeux. Je trouve ça chouette d'avoir les boîtes, par exemple, de mes jeux Switch. En fait, je trouve que c'est cool parce qu'elles prennent pas beaucoup de place. Donc ça, j'avoue que c'est cool. Après un décès, quand vous devez gérer des collections des biens, c'est une galère. Bah, Hélène Sarr, pour l'avoir vécu, ouais. Maintenant, on peut pas toujours penser à ça quand on fait des choses, sinon c'est la déprime ultime. Tu es un dématérialiste. Faut dire que la PS5, j'ai pris une version avec le lecteur parce qu'à la sortie, je pouvais uniquement avoir celle-là. Non, mais après, pour la PlayStation, pour l'instant, prenez la version physique si possible. Hein. Prenez avec les CD, quoi. Enfin, avec les Blu-ray. Clairement, là, c'est un bien meilleur choix. En fait, ça vous permet de revendre vos jeux, donc c'est beaucoup mieux. Les jeux PS5 sont hyper chers, c'est abusé. Ouais, non, c'est hyper cher, ouais. Imagine Valve fait faillite, on perd tous nos jeux. C'est une question qui est venue dès le début de Valve et de Steam. Hein. Effectivement, et c'est pour ça que pour moi, il doit y avoir des lois qui évoluent sur le fait de pouvoir réutiliser les jeux, d'avoir des garanties en fait. Sur le fait que tes jeux, tu puisses les conserver. Juste, il n'y a plus la garantie de mise à jour, mais que tu puisses continuer d'utiliser tes jeux, quoi. Après, le seul avantage du dématérialisé, c'est que tu n'es pas obligé de te lever à chaque fois que tu veux changer de jeu. Pour les DVD, si tu tombes sur un jeu qui ne te plaît pas, tu peux le rendre. Tout à fait. De toute façon, c'est un débat. Moi, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est un débat plus sentimental que réel, quoi. C'est un débat où, en fait, c'est compliqué ce débat parce qu'il y a des gens qui veulent les boîtes parce qu'il y a un sentiment, il y a le plaisir de montrer une belle collection, il y a le plaisir de collectionner. De montrer les jeux auxquels on joue, c'est aussi une forme d'identité personnelle. C'est comme la musique, Flonflon, il a le même débat sur son stream aussi, c'est le fait de posséder les vinyles. Ouais, typiquement, moi j'ai le vinyle de Random Access Memories et de l'école du micro d'argent d'IAM. Parce que ce sont deux albums qui ont marqué ma culture musicale. D'ailleurs, je crois que je t'en avais pas parlé, Flonflon, de IAM la dernière fois, quand on avait fait l'émission ensemble. Mais vous voyez, c'est parce que je trouve l'objet beau. Je trouve que le grand carton du vinyle, enfin voilà, je trouve ça beau. Mais j'ai que 2 boîtes comme ça, parce que ça prend trop de place. Donc, si vous voulez, c'est un débat qui est très, très sentimental. Donc, en fait, jamais je vous jugerai parce que vous avez une grande collection et que ça prend de la... Enfin, non. Vous gérez les choses comme vous voulez. Maintenant, effectivement, il y a des lois qui doivent évoluer pour que les entreprises évitent de couper d'un coup des stores numériques et qu'on perde l'accès à des jeux numériques. Mais c'est presque en fait 2 débats parallèles, quoi. Enfin, c'est presque 2 débats qui ont des liens mais qui sont différents. L'école du micro d'argent, si c'est l'original, il cote à mort. Non, c'est une version. Je crois pas que ça soit un original. Guillaume, tu avais dit une brève, ça fait plus de 10 minutes. Écoute, Samuel, je te trouve bien impertinent. Merci à GOG. Ouais, GOG, c'est une plateforme, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme d'achat un peu comme Steam, mais qui n'a pas de DRM. En gros, tous les jeux que vous achetez, vous les téléchargez et ils sont utilisables à l'infini. Vous pouvez les partager, tout ça. Le physique te rend indépendant d'une plateforme de contrôle sur laquelle tu n'as aucun pouvoir. Ouais, mais tu vois, Typhon Nuke, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, à long terme, t'as le piratage qui, au bout de 4, 5, 6 ans, voire un peu plus, des fois, te permet de rejouer à tes vieux jeux. L'émulation et le piratage te permettent de rejouer aux vieux jeux. Donc c'est pour ça que ça m'inquiète pas trop. Tu vois ? Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop. On va avancer. On va faire, alors, gros article, qui est un article de The Verge. D'ailleurs, pour info, là, on a fait des articles de Frandroid, on a fait un article de Journal du Geek, et là, on va parler donc d'un article de The Verge sur des changements. Donc, on va changer un petit peu. Là, on va parler de vie privée, mesdames et messieurs. Vous savez que c'est un sujet qui m'importe. C'est le sujet qui fait pas de vue, mais c'est le sujet qui est important. On le voit hein, sur la chaîne. Dès qu'on parle de vie privée, il y a peu de vues. Mais j'en veux à personne. C'est des sujets qui sont pas très sexy, hein, je le comprends. Mais c'est des sujets qui sont extrêmement importants, surtout dans le contexte de la présidentielle actuelle, bien sûr. Nous allons donc parler d'un changement que Google est en train de faire sur Android.
Et en fait, Google est en train de changer un peu la façon dont vous allez être traqué sur votre téléphone. Et notamment, ils veulent présenter l'Android Privacy Sandbox. En gros, l'espèce de boîte de sable, d'enclave, dédiée à votre vie privée, mais qui vous traque quand même. Donc c'est pour ça que le titre du mug, c'est Google est dans la mouise, parce que en fait, je vois pas comment Google peut vraiment s'en sortir. Surtout avec des problèmes de loi de pratiques anticoncurrentielles. Parce que, vous allez le voir. Alors, c'est un article qui est en anglais, donc ça va être un peu compliqué de le traduire en temps réel. Je vais essayer de faire de mon mieux. Ne soyez pas choqués, mesdames et messieurs. Donc, en gros, Google, une personne de chez Google qui s'appelle Anthony Chavez, ils ont annoncé une initiative pour construire ce qu'ils appellent donc la Privacy Sandbox, donc l'enclave de la vie privée sur Android, avec des moyens de faire des solutions de publicité, des solutions publicitaires plus respectueuses de la vie privée. Alors, pour moi, c'est un paradoxe. Enfin, c'est un oxymore. On ne peut pas avoir de meilleur... En gros... Plus il y a de tracking et d'intrusion dans la vie privée, plus c'est rentable. Donc pour moi, il y a un paradoxe déjà de base dans le système. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'estime que Google va décoter comme Facebook. C'est une estimation personnelle, mais je pense que Google va avoir du mal dans les prochaines années. Peut-être que je me gourre, peut-être qu'ils vont faire des pivots sur leur business model, mais je pense que les lois se durcissent tellement sur la vie privée que ça va être de plus en plus compliqué pour Google. En gros, alors je continue l'article, je continue la citation, ces solutions vont bloquer le partage de données utilisateurs à des parties tiers. En gros, ils sont en train d'essayer de faire en sorte que il y a que Google qui puisse vous traquer sur Android et pas les autres logiciels. Les autres systèmes, les autres régies publicitaires pour être précis. Ils veulent justement, par exemple, supprimer, vous savez, l'ID publicitaire que, par exemple, sur Apple, on peut désactiver. Et d'ailleurs, sur Android aussi, on peut le désactiver. Ben là, en gros, ils vont vraiment rendre ça inopérant à 100%. Là, aujourd'hui, vous pouvez dire cette ID, ne l'associez plus à des données publicitaires, machin. Mais là, ils veulent complètement désactiver ce système et rendre ça inutile et d'avoir un autre système de tracking qui est plus respectueux de la vie privée. Ou plutôt, qui est un système dédié à Google, parce que ça les arrange bien. Voilà. Donc en gros, ça fait effectivement un moment, on en a déjà parlé dans le mug, que Google essaye de changer un peu sa façon de gérer la vie privée. Voilà, donc ça, la suite de l'article précise ce que je viens de vous dire, hein, c'est qu'en gros, ils avaient l'année dernière, Google avait déjà proposé de réinitialiser l'ID de tracking publicitaire, en gros de le rendre un peu inopérant. Mais en gros, voilà, ils sont en train... Alors, il n'y a pas pour l'instant, il y a 4 propositions que Google fait avec les développeurs, 4 propositions de design pour rendre le tracking plus respectueux de la vie privée. Encore une fois, c'est un paradoxe. Il y a eu aussi des changements, vous savez, sur Chrome avec le système de cohorte, vraiment le truc d'essayer de ne plus avoir du tracking avec des cookies, mais d'avoir un système de tracking différent. Alors encore une fois, je le précise, je suis pas contre la publicité. J'ai pas forcément de problème avec ça. Je suis contre la publicité invasive. Par exemple, je l'ai toujours dit, le boulanger du coin qui ouvre son commerce dans votre quartier, je trouve ça normal que ce boulanger puisse faire de la publicité, puisse mettre sur un panneau d'affichage « Coucou, je suis le nouveau boulanger, pour l'ouverture, je fais des promos, n'hésitez pas à venir ». Ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est la publicité intrusive. Il y a eu des histoires, par exemple, il y a une femme qui racontait son expérience, une femme enceinte, qui malheureusement, c'est triste, elle a fait une fausse couche, mais comme la publicité ciblée l'avait traquée, la publicité continuait de lui proposer pendant des années des publicités pour les jeunes mamans. Des publicités pour des couches, pour des biberons, pour des choses comme ça. C'est des exemples un peu tragiques, mais qui montrent qu'effectivement, une publicité trop ciblée, trop intrusive, peut avoir des impacts négatifs sur les personnes. Je trouve que cet exemple est assez parlant. Il est peut-être un peu, il est peut-être extrêmement précis, et c'est des cas extrêmement rares, mais il n'empêche que je trouve que ça illustre bien les problèmes du tracking trop précis. On s'introduit trop dans la vie privée des gens. Et c'est un vrai problème, et ça crée des bulles de filtre, et
voilà, tous les problèmes qu'a Facebook, etc., sont liés aussi à ces trackings trop précis, sur le fait d'orienter aussi les gens. Enfin bref. Donc, pour information, pour avoir un peu de contexte aussi, Google, c'est compliqué pour eux en ce moment, hein, tous ces changements-là, parce que ils sont en train d'avoir des procès pour des pratiques anticoncurrentielles. Par d'autres entreprises de la publicité, parce qu'effectivement, Google essaye de tirer les draps pour lui. Hein. Google est une entreprise, son business model, c'est la publicité, donc effectivement, il y a des formes de pratiques anticoncurrentielles, et les autres régies publicitaires disent t'es gentil Google, mais voilà, tu es maître de ton système d'exploitation Android, laisse-nous une place, quoi. Et ça se comprend. Voilà, et c'est un peu un des problèmes d'avoir Android Googleisé, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais c'est que Android Googleisé, c'est une omniprésence de Google qui est délirante, quoi. Votre système d'exploitation est mis à jour et géré par une entreprise dont le but est de vous traquer et de proposer de la publicité. Donc c'est pour ça que j'ai un vrai problème philosophique avec ça. Je dis pas qu'Android et Google c'est le mal absolu, je dis juste que j'ai un problème philosophique avec ça. En gros, l'endroit où je peux mettre mes rendez-vous, ou par exemple, c'est un truc que j'ai jamais caché, mes rendez-vous où par exemple je vais voir mon psy, pour parler de santé mentale, ça me fait chier que Google sache sur mon agenda Google, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, j'ai pas mon agenda chez Google, mais ça me fait chier que par exemple Google ait cette information-là pour me traquer potentiellement avec des publicités. Voilà, c'est des choses qui sont très personnelles, mais je trouve ça important d'en parler parce que je trouve que c'est une démarche intéressante de démocratiser le fait d'aller voir un psy. Les gens, si vous vous sentez pas bien, allez voir des psys, c'est une très bonne chose et c'est très important. Mais toujours est-il que, par contre, c'est très important que ça reste dans votre sphère privée, en tout cas pour votre vie numérique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Bon, Google essaye de se défendre son steak un peu, hein. Donc la personne chez Google dit que bloquer les publicités, ça peut amener à réduire la vie privée parce que les publicitaires trouvent des moyens plus insidieux d'insérer de la publicité. C'est à la fois un peu manipulateur, mais c'est pas complètement faux. On vous l'a toujours dit avec Jérôme. Le problème d'avoir trop de blocage de publicité aussi, c'est que la publicité s'insère de façon comment dire, discrète dans les contenus, ce qui fait que des fois il y a même chez certains youtubeurs ou quoi des publicités déguisées, quoi. Voilà. Ok, putain. Certains ont avancé l'idée de se baser sur les zero knowledge proof pour collecter des données sans pouvoir traquer les gens. Ton pharmacien sait que tu prends du Prozac, de la morphine, l'assurance maladie aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir, Mick McCall. Le but de l'assurance maladie n'est pas de générer du profit. Le but de Google est de générer du profit. Donc, par définition, une entreprise va toujours faire les choix qui sont à la limite de ce qui est possible légalement. Donc, en fait, le respect de ta vie privée... voilà, ce qui va primer, c'est le fait de choper, de pouvoir vendre la publicité ciblée. Voilà quoi, peu importe tes secrets médicaux, quoi. Encore une fois, le problème, il y a forcément des gens qui vont savoir des secrets sur vous. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qui sont ces gens. Par exemple, mon psy sait des choses sur moi, mais ça reste chez mon psy. En gros, en fait, le choix est toujours le même. Où est-ce que vous mettez vos données ? C'est ça la question. Où est-ce que vous mettez vos données ? Moi, ça m'embête que sur mon système d'exploitation, il y ait des données très personnelles qui soient collectées à vie, quoi. Je vais pas refaire le discours. Voilà, je vais arrêter là. Bref, non, mais c'est bon, j'ai à peu près fini. Alors, l'article est plus long que ce que je viens de vous faire. Il est très intéressant. Honnêtement, je vous invite à le lire. C'est un article sur The Verge qui a été publié hier, mais que je trouve, voilà, effectivement, très, 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 très intéressant. Il y a des grandes entreprises qui ont validé les changements que Google est en train de faire, hein, notamment Snap, Activision Blizzard, Duolingo et d'autres. Est-ce que c'est bon signe ? Ouais, on verra. En tout cas, voilà, à voir comment ça va évoluer. Moi, je trouve que par exemple, il y a des approches que je trouve assez chouettes dans la publicité. C'est par exemple celle de DuckDuckGo qui arrive à faire de la publicité, alors qui rapporte moins d'argent, mais qui est de la publicité qui n'est pas ciblée. Ou tout du moins, ils essayent de cibler, mais ils essayent de cibler pas à travers tous les sites que vous visitez. Enfin, allez lire par exemple la publicité chez Quant ou DuckDuckGo, vous allez voir que c'est assez intéressant.
En gros, ils font de la publicité contextuelle par rapport à ce que vous tapez sur votre navigateur, mais ils font pas de la publicité intrusive qui va collecter sur des mois et des mois et des mois tout ce que vous faites. C'est hyper intéressant. Voilà. Ça évolue dans la bonne direction en tout cas. Oui, je suis d'accord avec toi, Black Kuma. Globalement, il y a quand même une prise de conscience sur la vie privée en ce moment qui est assez chouette. Le grand public continue de s'en foutre un peu, mais les lois évoluent. Les lois évoluent et c'est compliqué aujourd'hui pour les GAFAM ou les MAM d'être en mode open bar comme ça l'était avant. Moi, je préfère la pub pour les tampons alors que je suis un homme. Au moins, j'ai l'impression que Google ne me traque vraiment pas. Oui, d'une certaine façon. Oui, Start Page, on l'a déjà recommandé, ouais. On l'a déjà recommandé, ouais. La pub cachée, c'est 1000 fois pire que la publicité ciblée. Oui, non, mais bien sûr. Là, si on fait des ordres de pire, on est bien d'accord. Salut Jamise, bienvenue à toi, de retour de vacances, bienvenue, ça fait plaisir. Voilà, donc on a parlé un petit peu de ça, je trouvais ça encore une fois pertinent de vous aborder ces sujets parce que c'est pas des sujets qui intéressent beaucoup de monde, mais moi je les trouve extrêmement intéressants. Tout ça pour vendre encore plus de pain à la chocolatine, exactement Caribou, qui est une fausse Caribou, puisqu'on a Karina, son pseudo c'est Caribou, la responsable de la production à Naotech. Qu'est-ce que tu dis en vérité, M. Wendigo? Google n'a besoin que de ton historique récent, pas celui des dernières années pour te proposer une bonne pub. Je crois que Google, à cause du RGPD, a dû limiter aussi la temporalité, enfin le temps de stockage des données. Mais après, en fait, oui, mais t'as pas besoin de beaucoup de mois pour cibler quelqu'un. Je vous ai toujours donné l'exemple, enfin je l'avais donné la dernière fois, par exemple vos données de ce que vous achetez avec votre carte bleue, il suffit des fois de 2 achats pour cibler très précisément qui vous êtes. Premier achat, vous payez un resto à 15 €, déjà, clairement ça définit une cible très précise de qui vous êtes, hein. Tout le monde n'a pas les moyens de mettre 15 € dans un restaurant. Et si après vous allez acheter, donc vous avez payé un resto 15 € et le soir vous allez faire des courses, j'en sais rien, à Biocop, très simple de déterminer que vous êtes un gros bobo parisien, bien sûr. Non, mais je troll. Mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, en quelques achats, c'est très facile de vous cibler. Pareil, premier achat, vous faites un plein d'essence. Deuxième achat, vous... je sais pas, vous achetez un... Qu'est-ce que je pourrais dire? Vous achetez des outils de jardinage. Très facile de déterminer que vous êtes à la campagne. Très facile. Et potentiellement, les clichés sont là et c'est triste, mais très facile de déterminer que vous êtes un homme. Et très potentiellement un homme qui a entre 30 et 60 ans. En fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de données personnelles pour déterminer qui vous êtes. Vraiment. C'est pour ça que les GAFAM ont été autant valorisés en bourse. C'est parce que le fait de cibler et d'avoir toutes ces données-là est un ciblage publicitaire extrêmement fin. Là, vous avez vu, en 2-3 achats, j'ai déjà ciblé assez précisément qui vous êtes, mais imaginez tous vos likes sur un réseau social, imaginez tout ce que vous postez, imaginez les recherches Google que vous faites. Vous vous rendez compte à quel point on peut vous cibler extrêmement précisément? Donc quand on achète un iPhone et des AirPods, on est un gros riche. Oui, d'une certaine façon. M-Dragonfly, acheter un iPhone et des AirPods, tu es dans, je pense, honnêtement, 2 ou 3% de la population française. Tu es dans une catégorie de la population française extrêmement précise. Ton cas est trop caricatural. Évidemment, Mick McCall, prenez pas ça au premier degré. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ou bien tu es un citadin qui veut se débarrasser d'un corps. Exactement, Wolfenstein. Mais tu sais d'ailleurs, Wolfenstein, que c'est un débat sur la collecte des données, c'est le fait de faire de l'analyse, en gros, de l'analyse préventive de crimes. En gros, il y a un vrai débat autour de ça, sur le fait que tu peux déterminer avec une précision hallucinante des gens qui vont commettre des crimes. C'est hallucinant.
Mais en gros, en fait, on s'est rendu compte que des gens qui allaient commettre des crimes avaient des patterns de recherche Google très précis. Et en fait, on pouvait arriver à prédéterminer avec des pourcentages de précision extrêmement élevés, plus de 90%, qu'une personne allait commettre un crime par ses recherches Google quelques jours avant ça. Comme dans Minority Report, exactement. Et c'est un vrai questionnement de société, de genre, est-ce que, à cause de ces données-là, on peut, en gros, préventivement, aller arrêter quelqu'un? C'est des vrais débats de société extrêmement intéressants. Évidemment, la réponse est non, parce qu'il y aurait des dérives bien trop graves. Mais la puissance de la collecte des données est assez hallucinante. Évidemment, voilà, je clôt le débat tout de suite. C'est une mauvaise idée. Hein. N'allez pas vous imaginer que c'est une bonne chose. Non. Non, 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 non. Non, c'est très, très dangereux. Il ne faut jamais arriver à un système comme ça, parce qu'on foutrait des innocents en tôle, ce qui est inacceptable. Mais c'est des questions de société extrêmement... C'est des débats philosophiques extrêmement intéressants. Nous allons avancer. J'aime bien parler de tout ça avec vous. Qu'est-ce que tu dis, Mick McCall? Les likes, c'est pas pertinent. Like Ferrari et Gucci, ça veut pas dire être riche. Écoute, Mick McCall, je sens que tu es un peu dans la confrontation. Si, les likes, c'est hyper pertinent. Ce que tu likes sur un réseau social en dit énormément sur toi. Énormément. Le fait, par exemple, de suivre sur Instagram des comptes dédiés à la photographie. Par exemple, moi, je suis un photographe de rue qui est assez connu, qui est Henri Cartier-Bresson, qui est décédé, mais je suis des comptes de fans de cette personne. Ça me cible déjà précisément. Ça dit que je suis un hipster photographe de rue, mais qui aime la photo et donc potentiellement qui va être intéressé par des publicités sur des appareils photo et des choses comme ça. Non, 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 tes likes sont hyper précis. Évidemment, évidemment, évidemment. Salut, Patou dans le crack, bienvenue à toi, très sympa ton contenu. On est plusieurs sur la chaîne, pour ceux qui nous découvrent et qui nous connaissaient pas. On est plusieurs, on est Nowtech, on a une chaîne qui parle à la base, une chaîne YouTube qui parle de tech, et le matin de 8h à 9h30, on a une matinale dans laquelle vous êtes, où on débriefe l'actu tech. On en discute ensemble, on en parle, mais dans une ambiance chill, tranquille, posée. 3 jours de la semaine, c'est Jérôme qui présente le mug, et un jour de la semaine, c'est Marion, et le dernier jour, c'est moi. Voilà. Jérôme, il fait lundi, mercredi, vendredi, et c'est entrecoupé de Marion le mardi et de moi le jeudi. Voilà, et on a nos thèmes un petit peu à nous. Hein. Marion a tendance à plus souvent parler de séries, de musique. Moi, j'ai tendance à plus souvent parler de vie privée et de Firefox. Voilà. Salut Bastille, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien, Bastille. J'espère que tout va bien pour toi en ce moment. Je pense que tu as une période qui, au niveau des nuits, ne doit pas être très facile. Donc, je te souhaite plein de bonheur et beaucoup de courage. Et je te souhaite d'arriver à dormir. J'imagine très bien que ça ne doit pas être très facile. Et surtout, si tu continues à bosser en parallèle, ça doit être un peu compliqué. Petit déficit de sommeil assuré. Bah écoute, tant que c'est du bonheur, Bastille, moi ça me rend heureux que ça soit du bonheur pour toi. Ça fait plaisir. On va avancer, il est 9h08, donc on va pas trop tarder. On va faire 2 articles un peu rapidement et on parlera peut-être dans un prochain mug de l'article dont je voulais vous parler sur la numérisation de la société, mais ça on en reparlera peut-être dans un prochain mug. Nous allons parler de Twitter qui va laisser les développeurs, et les développeuses bien sûr, ajouter des labels qui vont indiquer en fait quand un compte, je vous montre ça dans un peu plus gros, quand un compte Twitter est automatisé par un robot. Et je trouve que c'est une très bonne chose, je vous zoome très fort pour que vous puissiez voir. Vous voyez, ça c'est un petit compte qui donne les news, enfin la météo, et vous voyez qu'il y a une petite icône de robot qui dit « Oh, ça a été automatisé ». Et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est donc une évolution vers laquelle Twitter va. En gros, Twitter est en train de lancer, je vous lis l'article un peu, une expérimentation pour des comptes automatisés et surtout pour savoir quand ces comptes, pouvoir préciser quand ces comptes sont justement des robots. Alors, ce qui est
une bonne chose ou une mauvaise chose, ça dépend, c'est que les propriétaires de ces comptes vont devoir opt-in, vont devoir faire la demande en fait d'avoir une certification de compte automatisée. C'est dommage qu'il n'y ait presque pas une détection automatique, ça serait très marrant, surtout pendant cette période présidentielle, de voir un peu les comptes bots créés pour faire mousser les candidats et les candidates, parce que tous les partis font ça. Tous les partis font des faux comptes sur les réseaux sociaux pour se faire mousser. Tous les partis font ça, certaines opinions extrémistes aussi font ça pour donner l'impression qu'il y a énormément de gens qui pensent d'une certaine façon. Et en fait, c'est triste, mais ça a des effets sur la population. Donc c'est dommage parce que ça rentre pas du tout en ligne de compte. Là, on est vraiment sur le côté les développeurs et les développeuses vont pouvoir indiquer quand leur compte est un compte automatisé. Voilà, c'est tout. Mais je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir avoir cette info-là. Et surtout que c'est cool parce que ça va permettre de montrer aussi qui automatise un compte. Par exemple ici. Là, on voit qu'il y a un compte de la météo qui a été automatisé par Sunset SF, qui est donc un autre compte. Donc c'est intéressant de pouvoir préciser tout ça. Salut Taline, bienvenue à toi, je viens d'arriver. J'ai une question. Si on utilise un autre moteur de recherche, alors, Firefox n'est pas un moteur de recherche. Mais si tu utilises DuckDuckGo, nos données sont-elles autant analysées? Non, ça te protège beaucoup mieux. Si tu utilises DuckDuckGo ou si tu utilises... alors sur Firefox, il faut changer ton moteur de recherche. Mais tu peux mettre DuckDuckGo. Ouais, c'est très bien DuckDuckGo. En gros, ils font de l'argent sur ce que tu cherches, mais c'est pas intrusif comme peuvent l'être d'autres systèmes, par exemple comme Google. Tu as aussi ta ligne, tu peux utiliser StartPage, si tu veux, qui est très 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 bien. Les problèmes, ma boîte vont savoir que j'ai tout automatisé. Non, je reprécise, c'est du opt-in, donc ça veut dire que vous devez dire vous devez préciser à Twitter que c'est un compte automatisé. C'est pas automatique ou c'est voilà. C'est vraiment c'est une action de votre part qui fait que ça peut être précisé. Qu'entend-on par automatisé, genre une personnalité qui met un post automatique à une heure précise, est-ce un robot? C'est une bonne question. A priori, non. C'est vraiment des comptes un peu Twitter, un petit peu déshumanisés, j'ai envie de dire. Maintenant, je suis en duo Vivaldi plus DuckDuckGo, ça me va pas mal. C'est très bien Vivaldi, moi j'aime beaucoup. Bah, c'est ce qu'on utilise pour le mug d'ailleurs. J'utilise DuckDuckGo comme app sur iOS pour faire des recherches sans traquer. Moi, j'utilise aussi beaucoup DuckDuckGo, ouais. Aurais-tu une autre app à me conseiller? Non, moi j'ai DuckDuckGo. En gros, moi sur iOS, ce que je fais, mon combo actuel, c'est DuckDuckGo pour 90% de mes recherches. Et j'ai un Firefox, donc Firefox normal sur mon iOS, qui est connecté à Google, que j'utilise uniquement pour les recherches Google, en fait. Voilà. Mais 90% de mes recherches, c'est sur DuckDuckGo. Voilà. Et on va terminer dans les articles de ce matin avec le Galaxy S22 Ultra. Qu'on va d'ailleurs bientôt pouvoir tester sur Nowtech. Galaxy S22 Ultra avec des premiers résultats sur le processeur Exynos 2200. Processeur que nous avons donc en Europe. Nous, on n'a pas du Snapdragon. Voilà, tout le reste du monde. Pas tout le reste du monde, je dis un peu une connerie. C'est l'Europe qui a Exynos. Les États-Unis, le Japon ou la Corée ont le Snapdragon. Et le problème, c'est que les Exynos de Samsung sont vraiment, en tout cas pour l'instant, moins bons. Alors, pour faire un petit peu de contexte, le Exynos 2200 a été développé en collaboration avec AMD. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a un processeur graphique qui est un équivalent en termes d'architecture. Pas de puissance. Un équivalent des Xbox Series S et X, des PlayStation 5 ou des Radeon RX 6000. Merci Cora pour ton Prime. Donc on a quand même sur le papier plutôt des belles promesses. Notamment par exemple le support du Ray Tracing, qui est une technologie utilisée aujourd'hui dans les PC. Mais donc qui permet d'améliorer les graphismes, mais il y a des critiques, effectivement, sur les Exynos 2200. Les premiers tests ne sont pas très très flatteurs, malheureusement. Il y a un YouTuber, donc Erdi Ozuag, d'ailleurs je le prononce très mal parce qu'il est probablement turc vu l'écriture, mais qui a pu tester justement, qui a fait des benchmarks avec deux S22 Ultra. Deux S22 Ultra différents, un avec du Exynos et un avec du Snapdragon. Et en gros, il y a un écart, en tout cas dans ces premiers tests, de 42%
en termes de différence de puissance sur des outils de benchmark. Et notamment, comparé au S21 Ultra de l'an dernier, il y a très très peu d'amélioration sur le nouvel Exynos. En gros, on a 6% de puissance en plus. Voilà, seulement. Donc c'est vraiment très 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 peu. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors attendez, il a fait un autre test. Sur un autre test, il y a 35% de différence sur le Snapdragon. Donc en gros, voilà, enfin il y a une grosse avance pour Snapdragon. Qu'est-ce que je peux vous préciser également ? Tac. Ouais, non, c'est ça. C'est qu'effectivement, le Snapdragon, sur d'autres tests dans la vidéo YouTube, sur d'autres tests, le Snapdragon est vraiment meilleur et les Exynos 2200 et 2100 sont à peu près équivalents. Exynos 2100, c'est celui qu'on avait donc sur le S21 Ultra. Donc ouais, malheureusement, pas de grosse amélioration. Alors, ça va pas rendre le téléphone inopérant. Enfin, a priori, le téléphone sera très puissant quand même. Mais effectivement, c'est un peu embêtant de voir qu'il y a encore une telle différence entre les deux systèmes et que l'Europe se retrouve lésée. Voilà, alors maintenant on peut tempérer un petit peu en disant qu'effectivement il pourrait y avoir des mises à jour qui pourraient venir améliorer et optimiser le logiciel, mais ce qui m'embête c'est qu'encore une fois voilà, enfin faites les optimisations avant Samsung quoi. Non mais honnêtement enfin c'est embêtant enfin Samsung doit bien s'attendre à ce que des gens testent quand même les téléphones. Nous, alors malheureusement, à Nowtech, on n'aura pas les deux variantes pour vous faire ces tests-là, donc on ne pourra pas vous faire des comparatifs. Mais on va suivre l'histoire de près, parce que si on teste ces smartphones-là, on va probablement faire des vidéos. On vous tiendra au courant de ça, parce que ça nous paraît quand même important. Voilà. De toute façon, 99% des gens s'en foutent des performances. Tous les smartphones sont puissants. Évite les majuscules à Kazer. Hein, je te lis très bien sur les majuscules. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la photo. Et là, il écrase tout le monde après les premiers tests. Oui, à Kazer, mais en fait, il ne faut pas oublier un truc. C'est qu'effectivement, la puissance, on n'en a pas besoin tout le temps. Mais tu oublies un truc. C'est qu'en fait, on a besoin dans nos smartphones aujourd'hui de burst de puissance, d'à-coups de puissance. C'est ça qui est important. Et ces à-coups de puissance, tu en as besoin par exemple quand tu prends des photos. Plus tu as de puissance pour prendre des photos, plus le traitement informatique de l'image va être rapide. Donc moins tu auras de friction lors des prises de photos. Également, c'est jamais impossible aussi que tu puisses jouer de temps en temps sur ton téléphone. Et là, la puissance, tu seras très content de l'avoir. Donc non, la puissance, c'est un discours qu'on entend beaucoup. J'ai un peu changé d'avis là-dessus. Mais non, la puissance n'est pas si inutile que ça dans un téléphone. Et notamment sur un smartphone qui est un vrai photophone, quoi. Voilà. Et je trouve ça assez étonnant que Samsung persiste et signe dans son Exynos qui a a priori une telle différence de puissance, quoi. C'est vraiment vraiment bizarre. J'ai surtout entendu que les Exynos étaient plus gourmands sur la batterie que les Snapdragon. À tester ça, Alan. Là, pour le coup, je vais pas m'avancer. On n'a pas du tout pu tester. Comme toujours, la France, l'Europe est toujours en retard, c'est normal pour vous. Oh putain, Gogo Buzzday là, le missile. Exynos pour info, on n'en parle pas assez, mais GK moins performant, pas d'émulation de console, batterie au rabais. Ah ouais. Pourquoi pas d'émulation de console? J'imagine qu'il y a... Merde, comment ça s'appelle dans Dolphin, là, il y a une technologie qui est peut-être pas sur les Exynos, ouais, je sais pas. Mais ouais, je sais pas pourquoi ils continuent de faire ça sur l'Europe. Le partenariat avec AMD sera bénéfique à long terme. Oui, je pense aussi, Christophe, ça c'est plutôt une bonne chose. C'est Vulkan, ouais, exactement, merci Aliung, t'as raison. Et il me semble que Vulkan, effectivement, peut-être, enfin, il faudra vérifier, mais je crois que c'est pas dispo avec les Exynos, mais c'est dispo avec les Snapdragon. Et justement, l'émulateur Wii et GameCube a besoin de Vulkan pour fonctionner. Alors, on peut le faire fonctionner avec du OpenGL, mais il me semble que Vulkan est meilleur, hein, si je dis pas de bêtises. Si des gens dans le chat ont testé et peuvent confirmer. Les Exynos, c'est vraiment pour des raisons de prix ou Samsung en tire quelque chose d'autre? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Avant de passer à la petite cerise sur le croissant, on va terminer là-dessus. Nous allons parler de notre magnifique sponsor, Trade Republic.
Vous commencez à les connaître, hein, Trade Republic. Mais avant tout, petit disclaimer, vous le savez, nous faisons la promotion de la plateforme, hein, et des services, mais en aucun cas la publicité que nous faisons aujourd'hui à Trade Republic est un conseil d'investissement, hein. Nous ne vous dirons jamais où investir votre argent sur Trade Republic. Vous restez libre et maître de tous vos choix. Voilà, c'est très important de le préciser. Mais il n'empêche que Trade Republic, c'est donc une application pour placer son argent, faire du trading, dynamiser un petit peu, hein, votre argent. C'est fait pour les personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines-là. Et justement, Trade Republic, c'est une application qui est simple, hein, l'interface est minimaliste. Vous pouvez acheter dessus des actions, des groupes d'actions qu'on appelle aussi ETF pour investir dans des domaines qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez investir par exemple dans des entreprises qui soutiennent l'écologie. Pour s'inscrire, c'est très simple, vous avez besoin d'une pièce d'identité, d'un RIB, donc c'est très simple et très rapide. Il y a une vraie transparence sur Trade Republic, hein. Les investissements, vous pouvez faire des plans d'investissement programmés et surtout, il n'y a pas de frais cachés. Chaque transaction, c'est 1 euro. C'est tout, point, voilà. Donc c'est très adapté pour des investissements réguliers et d'un certain montant. Donc voilà, pas de frais cachés, pas de pourcentage, pas de commission chelou, c'est 1% et c'est tout par transaction. Trade Republic, c'est une start-up allemande, c'est du solide, hein, ils ont leur propre licence bancaire soutenue par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Et donc, dès aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat pour ouvrir votre compte Trade Republic. Si vous le faites, ça aide beaucoup la chaîne, sachez-le, si vous allez tester Trade Republic de notre part. Et surtout, en allant créer un compte, vous pouvez avoir une action tirée au sort. Donc, la valeur est aléatoire jusqu'à 200 euros. Donc, vous pouvez avoir une action de 10 euros, vous pouvez avoir une action de 50, vous pouvez avoir une action de 100 ou 200 offerte. Mais voilà, encore une fois, c'est aléatoire, donc on le précise bien. Et je le redis, hein, le lien est dans le chat et on les remercie, Trade Republic, de nous permettre de produire l'émission. C'est grâce à eux et c'est grâce à nos sponsors en règle générale que l'émission est gratuite tous les matins. Je vous propose que nous passions maintenant à la cerise sur le croissant, petite cerise nostalgie, c'est parti. Et dans cette cerise, mesdames et messieurs, nous allons parler du renouveau de la DeLorean. Et oui, ça va parler aux plus nostalgiques d'entre vous et même d'entre nous. D'ailleurs, j'ai revu il n'y a pas très très longtemps les Retours vers le futur, il y a genre quelques mois. Je trouve que ce sont des films, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'ils ont plutôt bien vieilli. Excusez-moi, je m'étire un peu. Même le dernier dans le Far West qui est un peu le moins bon des trois, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Je trouve même que les effets spéciaux sont plutôt ok en 2022 et voilà, donc j'ai plutôt j'ai plutôt encore un bon avis sur les films et ça c'est plutôt chouette, hein. Ils sont d'ailleurs par contre les traductions françaises c'est vrai qu'ils avaient dit gigawatts au lieu de gigawatts, enfin il y avait tout un micmac là-dessus, c'était assez rigolo. Mais surtout, pourquoi je voulais vous faire ça en cerise, eh bien la nouvelle DeLorean électrique arriverait en 2022. Il y a eu un petit trailer que je vous montre maintenant, qui a été effectivement annoncé par DeLorean Motor Company, si je dis pas de bêtises, avec un petit, c'est ça, DeLorean Motor Company, avec une petite animation, avec le V iconique de la marque. Et effectivement, on aurait peut-être en 2022 un modèle électrique de la DeLorean. Alors après, soyons honnêtes, c'est une voiture qui a une vraie, qui a une vraie âme et une vraie, qui a un petit côté nostalgique. Maintenant, moi je vais être honnête, c'est pas une voiture que je trouve très jolie. Aïe, je vais me faire défoncer dans le chat. Non, honnêtement, c'est pas une voiture que je trouve extrêmement jolie. Maintenant, je suis très curieux de voir comment ils vont se démerder pour faire une voiture électrique avec la DeLorean. Hein, voilà, donc ça, le nouveau modèle de la vraie star de Retour vers le futur pourra être présenté très bientôt. Voilà, le constructeur rappelle aussi qu'il s'agira donc d'un véhicule électrique. C'est effectivement assez logique vu qu'aujourd'hui on a beaucoup d'électriques partout. A priori, ça va être un modèle haut de gamme, hein, voilà, donc ça va être peut-être même une version remasterisée du châssis de la voiture. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. Voilà, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous ferait kiffer ? Est-ce que vous seriez prêt ? Bon, après ça coûte extrêmement cher, hein, bien sûr. Mais est-ce que c'est le genre de truc dans lequel vous investisseriez.
Hein, est-ce que c'est un truc qui vous ferait kiffer ou pas? C'est sûr que ça vaut pas une Prowler. Carrément d'accord, old school. Espérons à 130, tu entends rien. Pas vraiment. Le moteur à explosion était son gros point faible, donc en électrique, elle tiendra la route. Apparemment, c'était une voiture un peu pourrie, la DeLorean. Hein. Je sais que j'avais entendu des gens expliquer que bon, c'était pas la folie, quoi. Hein. Elle tombait énormément en panne à l'époque. Ouais, mais il fallait que le doc la traficote. C'est bon après. J'adore cette voiture, mon rêve. Ok, Chloé, marrant. Il existe déjà des DeLorean fiabilisés et convertis à l'électrique dans la continuité du principe de la voiture à l'origine, pièce remplaçable, économique, ok. J'aimerais plutôt prendre une originale et faire un resto mode dessus, ok. Juste le modèle miniature, investirier. Je sais pas, Jamise. En même temps, Guillaume aime les Forte pour aller avec sa casquette. Attends, il ressemble à quoi la Forte déjà? Moi, les bagnoles, c'est vraiment... Ah oui, la Forte, ah ouais! Oh, mais attendez, mais c'est moi sur la photo. Bah attendez. Attendez. Excusez-moi, Ah putain, ça m'a ouvert un onglet. Attendez. Ah, ça m'a ouvert une fenêtre. Attendez. Mais en fait... Mais je suis en photo, là. C'est moi, ça. Mais incroyable. Ouais. Ah non, mais voilà, je suis plutôt beau gosse. Hein. Petit style, là, avec la casquette et tout. Allez, on est là, hein, comme on dit. Hein. On est là. Vous savez, ma chérie, je suis arrivé comme ça en bagnole. Hein. À Toulouse, là, tut, comme ça, bam, j'ai fait « Hey, salut. Tu as vu ma Forte ?» C'est terrible. J'ai envie de me mettre des baffes. Non, mais en vrai, petit style, hein. Petit style, quoi. Non, en plus, enfin, pour le coup, jamais, moi, les bagnoles, ça fait 2, donc... Après, je conduis, hein, j'ai le permis et tout, mais juste, voilà, c'est jamais été un kiff. Pour moi, ça a plutôt toujours été une contrainte, la voiture. Le vieux de l'équipe est finalement Guillaume. Non, mais... Oui. Perso, qui t'a acheté une voiture de collection, j'investirais dans une Mustang, celle de Steve McQueen dans Bullitt ou celle de Nicolas Cage dans 60 secondes chrono. Ah, c'est beau les Mustangs, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis assez d'accord. J'aime bien. Je trouve que c'est un certain style. Et on a un petit raid de ETR-FR. Merci ETR, merci beaucoup. Et le sourire moucheron qui va avec la Forte. Exactement. Et elle m'a répondu, tu connais Naotech. Oh non. Non, ma chérie était pas très tech, hein, clairement. Un modèle haut de gamme, c'est pas le contraire de l'essence de cette voiture. C'est marrant. Ah, l'essence de cette voiture. La modèle haut de gamme, c'est pas le contraire de l'essence de cette voiture. Bah non, écoutez. Prix. Attendez. Prix DeLorean. Putain, attends. Merde. Ah. DeLorean, oui, c'est ça. DeLorean. Prix original. Elle comptait combien la DeLorean à la base? Un exemplaire très rare, machin, non, je m'en fous. Je voudrais savoir le prix à l'époque. Prix à l'époque. Je sais pas si ça va marcher, ça. Prix à l'époque de la DeLorean. Ah, bah on a Wikipédia. DeLorean DMC12. Le nom de la voiture, blablabla, était initialement de 12 000 $. Ouais, mais 12 000 $ ajustés à l'inflation ou pas? J'imagine. Attendez, le nom de la voiture... Ah oui, d'accord, marrant, putain, c'est rigolo. Le DMC12, en fait, le 12 vient du prix initialement prévu de 12 000 $. Mais en fait, elle était a priori vendue à 25 000 $. Ok. Donc le prix initial était 12 000 $. Mais en fait, oui, c'est une voiture qui a pas très bien marché. C'est une voiture un peu iconique, un peu fantasmée. Mais c'est pas du tout une voiture qui a fonctionné. Hein. Je crois que l'entreprise a fait faillite assez vite et tout. Enfin, c'est... ouais. Ah, attendez, je regarde. Mais pour l'époque, c'était un peu futuristique, hein, cette voiture. Blablabla, 12 000 $. Mais ça devait être 12 000 $ de l'époque. Hein. Et 12 000 $ à l'époque, ça valait beaucoup moins d'argent, si je dis pas de bêtises. Attendez, 12 000 $. On va essayer de chercher. 12 000 $ en 1980, ajusté
à l'inflation. Il y a forcément un site qui le fait. Inflation Calculator, incroyable, trop bien. 12 000 $, calculate. Ah oui, non, je dis une bêtise. Aujourd'hui, ça serait 41 000 $ quasiment. Ouais, ça serait 41 000 $ pour s'acheter la DeLorean à l'époque de sa sortie. Ouais, non, c'est ça. C'est justement pour ça que Marty est stupéfait que le doc ait construit sa machine à partir d'une DMC. Ok. Oui, c'est vrai que t'as raison, il y a ça au début, ouais. Vous avez pas cette impression qu'ils utilisent l'image de marque avec une tendance actuelle sur l'électrique pour faire de l'argent? Bah, après, toutes les marques cherchent à faire de l'argent, hein, Théo Ratron. Hein. S'il n'y a pas ils utilisent le marketing à leur disposition. S'il n'y a pas une refonte de la voiture avec un vrai positionnement comme Alpine, c'est un peu sans intérêt. Elle est belle, l'Alpine. Je sais plus quelle marque c'est Renault Alpine. Renault, ouais, c'est ça. Putain, ça va, je suis pas trop mauvais. La Renault Alpine, c'est trop beau. J'ai toujours trouvé cette voiture assez belle. Ouais, je confirme. C'est très joli. C'est ça la Alpine, hein, pour ceux qui savent pas. Historiquement, c'est ça. Attendez, je vous ouvre l'image dans un nouvel onglet. Tchac. La Alpine, c'est ça. C'est très beau. Ouais, j'aime beaucoup le look un peu rétro. Voilà. Le redesign aussi est réussi. Ouais, tout à fait. C'est Alpine par Renault Alpine. Si, ça a été racheté par Renault, si je dis pas de bêtises. Enfin, le nom a été racheté par Renault. Hein. Ouais, non, c'est ça. Hein. Propriétaire du groupe Renault. Non. Vous voyez le chat, ça critique. Mais il faut vérifier avant de critiquer, mesdames et messieurs. Non, c'est bien Renault qui a racheté. Le redesign, d'ailleurs, il ressemble à ça. D'ailleurs, je préfère la couleur bleue que la couleur rouge. Mais le redesign, c'est ça. Hop, attendez. Là, on la voit un peu mieux. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. En gros, la voiture a été modernisée. Hein. C'est tout. Oula, ça m'a lancé une musique, là. Oh, la musique, là. Ah, putain, vous l'entendez pas? Attendez, faut que je vous mette le son, là. C'est bon, ça. Où est-ce que le son sort? Sur la télé, hein. C'est ça, hein. Je mets pas longtemps parce qu'on va se faire DMCA sinon. Après, les sites qui lancent la musique automatiquement, c'est un vrai cancer. Donc voilà, elle ressemble à ça, la Alpine. La nouvelle Alpine. Ah, vous entendiez dans le micro, ouais, ok. Le nom de la musique. Écoute, je te mets le nom du site, c'est sur Automoto. Tiens, que le son s'est lancé automatiquement. Mesdames et messieurs, il est 9h32. Nous allons passer à la dernière partie de l'émission, la meilleure évidemment, les camps de fac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça peut être des questions sur tout et n'importe quoi. Par exemple, pourquoi ai-je un swag exceptionnel avec cette casquette incroyable? N'hésitez pas. Salut le photographe, je t'avais pas vu, Mister Arthur, comment tu vas? Merci Sexelas pour ton abonnement avec Prime. Je le répète, hein, pour ceux d'ailleurs qui ont Amazon Prime mais qui ne sont pas abonnés, vous avez un abonnement utilisable sur les chaînes Twitch. Et n'hésitez pas, ça nous soutient beaucoup parce que c'est vraiment l'équivalent d'un abonnement pour nous. J'adore l'emoji Hey guys, elle me fait toujours rire. Pourquoi tu as toujours autant de swag avec cette casquette incroyable? Je suis content, Picsou, que tu me poses la question. Je pense que ça vient de quelque chose d'assez naturel, finalement. Tu sais, dès ma naissance, j'avais une casquette incroyable. Faut que j'arrête. Je comptais acheter un MacBook Air. Alors, si tu as des questions, Amel, un peu matérielles, sache qu'il y a un Twitch achat exceptionnel. On fait un live à 15h aujourd'hui, où on va déballer un smartphone incroyable, ou pas, on verra ça ensemble. Donc soyez au rendez-vous sur Twitch à 15h. Suivez-nous, hein, et mettez la cloche sur Twitch, faites-le.
Maintenant, je vous vois. Faites-le. Comme ça, vous avez les notifs de tous nos lives. Et vous inquiétez pas, on spamme pas trop de live. Donc pas d'inquiétude, on n'est pas tout le temps en live. On est en live tous les matins, simplement. Et de temps en temps le soir, mais c'est rare. Donc ta question, Amel, elle serait mieux pour un truc achat, mais je vais quand même la lire. Je compte acheter un MacBook Air. Tu conseilles quoi comme stockage et en RAM? Bah ça dépend de tes besoins. Je te conseillerais toujours le max, mais ça dépend de tes besoins. Sache en tout cas, Amel, qu'il y a un MacBook Air M1 qu'on vend dans notre vide-grenier Nowtech, si tu es intéressé. Le MacBook Air entrée de gamme, le basique 8 Go 256, qui suffit pour 90% des gens. L'iPhone 11 vaut-il encore le coup en 2022? Je te dirais vraiment, si tu peux te prendre un iPhone 12, tu feras un bien meilleur choix. Parce que l'iPhone 11 n'a pas la 5G, alors que l'iPhone 12 a la 5G. Donc rien que pour ça, niveau longévité, c'est mieux. Mon micro Ninetta, bonjour à toi, c'est le Wave 3 qui est très très bon, on trouve. C'est un micro qu'on conseille pour les débutants et les débutantes. Pour démarrer en streaming parce qu'on adore le son qu'il fait, il a un son assez chaleureux et surtout tu as un petit bouton pour mute là, regarde. Oui. Voilà, donc c'est très pratique ça d'avoir juste à toucher un petit truc mute pour couper le son. Est-ce que tu as vu la news de la collaboration entre Mozilla et Meta pour les publicités? Si oui, qu'en penses-tu? Ah ouais, il y a une collaboration. Mozilla est en train de me trahir, mais quoi? Attendez, je vais voir. Mozilla et Meta. Mozilla et Meta travaillent sur un outil de suivi des campagnes publicitaires. Ah, Mozilla et Meta ont annoncé leur collaboration afin de mesurer la performance des campagnes publicitaires sans tracking. Ok, bah à voir, hein, s'il n'y a pas de tracking, moi je suis pour. Hein. Que penses-tu de Swift Playgrounds pour s'initier au code? 47 ans, envie de découvrir. Fonce Anaïs, fonce, c'est trop bien de coder. Tu vas t'éclater. Non, vraiment, hein, fonce. Je connais pas très bien Swift Playgrounds, mais connaissant Apple et on va dire leur respect du monde du développement, ils font souvent des bons outils. Donc moi, je te dirais, fonce. Tu vas t'éclater. Et il n'y a pas d'âge, Anaïs, hein, que t'aies 47 ans, 15 ans, 70 ans. Fonce, c'est trop bien. Et prends ton temps. Te mets pas la pression à vouloir avoir des résultats, de machin. Juste, amuse-toi. Tu vois, si c'est pas un truc que pour ton boulot ou quoi, amuse-toi. C'est trop marrant. En vrai, moi, je compare beaucoup le code à des Lego. Tu vois, c'est que tu fais des Lego et même si tu suis le manuel, bah, tu vas quand même t'amuser. Donc en fait, fonce, quoi. C'est trop bien. Et tu te lances dans le dev aussi, le photographe, mais trop bien. Mais tu verras, je trouve, Arthur, qu'il y a beaucoup de parallèles entre le dev et la photo. Il y a un vrai délire de construction de quelque chose. Il y a vraiment un truc cool dans le fait de construire ton code, de réfléchir à comment tu l'articules et tout. C'est très, très, très chouette. One of us. Et oui, et Anaïs, un conseil incroyable que je peux te donner. Lis bien les manuels et lis bien les tutos. Je dis ça pour moi. Parce que souvent, tu vas avoir peut-être tendance à aller trop vite. Et des fois, il vaut mieux prendre le temps, quitte à faire des trucs un peu basiques et répétitifs. Mais si tu vas trop vite, c'est que tu vas te planter à certains moments et tu vas râler et tu vas pas comprendre pourquoi et tout ça. Maintenant, je te conseille aussi enfin, je sais pas sur quel langage tu veux démarrer. Si Swift Playground, je pense que tu vas t'éclater. Il y a des langages que je trouve un peu plus durs d'accès quand même, un peu velus. Notamment les langages où tu as des pointeurs, où tu as des accès mémoire. Je trouve que c'est pas fun. Moi, j'ai jamais trouvé ça fun de démarrer dans ces langages-là. J'ai vraiment détesté le C et le C++. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui kiffent. Moi, j'ai toujours trouvé ça chiant. Mais si tu peux commencer effectivement sur des trucs comme du Python, sur du Swift, même le Java, je trouve que le Java est pas si désagréable pour commencer. C'est un peu lourd, mais c'est pas désagréable. Le Kotlin aussi pour faire de l'Android, des choses comme ça, je pense que tu vas bien t'amuser. Le web, en fait, je suis un peu mitigé. Je trouve que le web, c'est trop chouette. Mais je pense que quand on est développeur et développeuse web, on se rend plus compte de la complexité de l'écosystème web. J'espère que vous serez d'accord avec moi là-dessus, mais là, vous voyez, typiquement, il n'y a pas très longtemps, j'ai recodé un petit truc pour Nowtech, un petit test d'un truc. J'ai vraiment trouvé que les choses évoluent très vite dans le web, et si tu ne te tiens pas à jour, genre au quotidien, ou de façon hebdomadaire, je trouve que c'est très, très, très dur de s'y remettre, quoi. Il y a vraiment des technos pour faire des packages, pour faire... vous voyez, typiquement... il y avait une époque où on utilisait
C'était Bower, hein, si je dis pas de bêtises, l'icône d'un petit perroquet là. Attendez, je vérifie. Bower, si je mets JS, le package manager c'était Bower. Voilà, typiquement on n'utilise plus Bower, maintenant on utilise Yarn ou Webpack, ou il y a même Parcel là, que je suis en train de voir sur le site de Bower. Parcel que je connais pas moi, typiquement. Pareil, il y a tout le délire aussi d'apprendre Git aussi en parallèle. Bon, après Git, ça sert un peu pour tous les projets, mais il y a vraiment une complexité d'entrée dans le monde du web qui est à pas négliger, je trouve. Le back est plus stable et plus rapide. C'est vrai, t'as raison, GPIF. Le front est beaucoup plus galère. Je prends une dernière question et on va arrêter après. Comment t'es vieux si t'as utilisé Bower? Ouais, j'ai démarré avec du Bower, moi. Le JavaScript, c'est compliqué. Pas le nouveau JavaScript, pas l'ECMAScript. Non, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Ce qui est compliqué, c'est l'écosystème web, je trouve. Je trouve que tu as plus de chances de... En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de notions à apprendre au niveau de la configuration de tes projets. Le TypeScript, c'est très cool aussi, ouais, tout à fait. Je suis pro Python et la stack web, c'est une montagne. C'est aussi mon ressenti. Et pourtant, j'ai fait du web pendant plusieurs années. L'expérience avec Next.js et React simplifie beaucoup l'expérience de dev. J'ai pas trop aimé React, moi, mais je comprends. Ah, c'est quoi Vite.js? Tiens, je connais pas. C'est marrant, le nom est trop bien. Vite.js. C'est trop drôle comme nom, j'aime beaucoup. Vite.js. Next Generation Frontend. Mais tu vois, encore un nouvel outil. Mais en fait, c'est à la fois ce que j'aime dans le web et ce que je déteste. C'est que tu as 46 milliards d'outils différents pour faire la même chose, mais parfois un peu mieux, parfois différent. C'est très kiffant. Mais, pour s'y remettre, voyons voir, je connais pas du tout. Bon, là, on rentre dans des trucs un peu plus dev. Donc, si vous n'êtes pas forcément dans dev et tout, ça va peut-être moins vous intéresser. Gna 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 gna, vite. Ah, c'est vrai, c'est vraiment prononcé à la française. Ça permet d'avoir un serveur dev, gna 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 gna. Ouais, en fait, c'est des trucs préconfigurés, quoi. Mais tu vois, en fait, tu es obligé d'utiliser des outils qui préconfigurent des choses. Et le problème, c'est que dès que tu as besoin de changer dans ton projet un peu de nouvelles choses... Ouais, ça, les scripts, oui, c'est classique, hein, NPX, machin. Là, tout de suite, ça rend les choses plus compliquées. En fait, le problème des trucs préconfigurés, c'est dès que tu sors un peu des clous, paf, tu te prends un mur de rentrer dans la doc qui est un peu vénère. Et imagine les full stack qui doivent tout maîtriser. Non, mais bravo à vous, hein, les devs full stack, hein, vous êtes des monstres. Hein. Vous êtes des monstres. Le back-end bouge pas mal avec les architectures microservices, la complexité augmente pas mal. Ouais, non, mais de toute façon, c'est un métier complexe, hein, le dev. Hein. Faut pas croire. Hein. C'est fun, mais c'est complexe. Ouais, on va arrêter là, t'as raison Samuel. Les gens, donc je le rappelle, à 15h, nous allons avoir un Twitch achat exceptionnel, unboxing d'un smartphone. Donc on va en parler tous ensemble à 15h. On se retrouve à 15h avec Jérôme ou Guillaume ou Pierre ou Maryse, on verra. On a décidé, enfin vous verrez. On en reparlera pendant le Twitch achat. À 18h, si vous êtes contributeur ou contributrice, il y a le jeudi contributeur. Donc, je verrai, peut-être ça sera que Jérôme qui le fera. On verra en fonction de si je suis crevé ou pas. J'avoue que là, il est 9h42 et je suis déjà crevé parce que le réveil était un peu tôt. Mais c'est pas grave, c'est toujours aussi kiffant de faire le mug. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Non, voilà, on va avoir la semaine prochaine 2 grosses vidéos qui vont sortir en début de semaine. On compte sur vous pour aller les regarder et pour nous dire ce que vous en pensez. Voilà. Et puis écoutez, on vous fait des bisous. Et on va peut-être lancer un petit raid pendant le générique de fin. Donc on vous fait des bisous. À la prochaine. Merci d'avoir suivi le mug. Ciao, ciao.